Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. C'est Equinox Télévision, madame, monsieur. Plaisir encore de vous retrouver avec 10-12 le Zénith qui commence ce matin avec quelques petits soucis. Mais rassurez-vous, quoi qu'il en soit, jusqu'à 12h, on partagera ces grands moments comme c'est le cas tous les jours, de lundi à vendredi. Et en ce jour encore, il sera question de revenir sur des sujets aussi intéressants qui gravitent autour de la République. Mais nos regards sont portés ce matin au Tchad voisin. Qu'est-ce qui se passe enfin au Tchad? Peut-on le dire que le peuple tchadien s'est levé enfin contre la tyrannie et l'oppression? Le peuple tchadien prend-il conscience de ce que la République n'est pas, on va dire, une chefferie qui se veut avoir une succession de père en fils? Les Tchadiens peuvent-ils justement aujourd'hui renverser la vapeur occidentale qui semble tout imposer sur le précaré français entre guillemets aujourd'hui? Que disent en même temps, on va dire, les organisations comme l'Union africaine, voire même aujourd'hui l'Organisation des Nations Unies face à ce qui se passe en ce moment au Tchad? Le Tchad est-il un pays indépendant ou pas? Le peuple tchadien peut-il justement se libérer de ce qui se passe en ce moment de ce côté, madame, messieurs? On en parlera certainement pendant ce programme du Zénith. Merci de rester des nôtres. La grande famille est au complet. Charles Hamel, Bombok, Isabelle Carozoupet et Dominique Audrey-Yengelek. Permettez-moi de vous rappeler que jusqu'à 12h, vous serez servi normalement. Charles Hamel, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier au ministre de la Défense. Pourquoi? Le ministre de la Défense s'est rendu compte que par rapport à ce concours qui a été lancé, on a reçu plus de 1000 recommandations. 1000 recommandations pour un concours, on a besoin de 700 personnes. Ceux qui ont composé, ceux des fils des pauvres qui sont partis du nord-ouest, du sud-ouest, du nord, de l'ouest, du centre, du sud pour venir se battre, devaient ne pas avoir une chance eux aussi. Il a choisi de prendre l'ensemble de ces recommandations étrangement faites par des personnes qui ont suffisamment d'argent pour payer des études à leurs enfants à l'étranger. Ils ont choisi d'envoyer des recommandations. C'est des hauts gradés de l'armée, c'est des hauts commis de l'État qui chacun recommandait nièce, sœur. Il a pris, il a déchiré en disant, les épreuves, c'est tel jour, vous allez composer, celui qui n'est pas content, il libère. Et il a fait un communiqué, bravo, monsieur le ministre de la Défense, si on pouvait le faire, s'il pouvait, les autres vous accompagner. Je crois que le plus pauvre aurait au moins une chance de pouvoir lui aussi crier qu'il a réussi. Très important justement d'en parler, Charles Hamel ce matin, mais surtout interpeller les Camerounais sur ce qui se passe en ce moment au niveau du port autonome de Kribi. On se rend compte qu'à travers les postes importants au niveau du port autonome, si vous voulez, le port en eau profonde de Kribi aujourd'hui, ce sont des enfants des hauts commis de l'État qui ont occupé à nouveau ce qu'on appelle les postes stratégiques au niveau du port autonome de Kribi. Les noms sont connus et commencent en même temps à sortir. Alors, peut-on justement se rassurer en interpellant humblement le ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jarfam Dongo, qui de son temps était sorti à travers avait fait une sortie en tant que secrétaire national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur un document qui avait fuité sur les réseaux sociaux montrant en réalité ce qui s'apparentait à la confiscation du pouvoir. Peut-il au moins nous dire aujourd'hui ce qu'il en est véritablement avec ces enfants des hauts commis de l'État du Cameroun qui ont choisi d'occuper les postes stratégiques au niveau du port autonome ou si vous voulez le port en eau profonde de Kribi? La question est sur toutes les lèvres aujourd'hui. Le Cameroun appartient-il réellement à une caste de Camerounais et non aux 40 millions que nous sommes aujourd'hui? Bonbon Bengan, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Que veulent réellement les anciens généraux français? De toutes les manières, ils ont été clairs, puisque la stratégie est militaire. Ils ont dit être contre la politique d'Emmanuel Macron, du gouvernement des parlementaires qui utilisent les forces de l'ordre comme supplétifs pour s'ériger contre les Français qui revendiquent leurs droits, notamment la répression contre les Gilets jaunes. Ils disent qu'ils sont contre le délitement de la France. Et ils disent également qu'ils ne vont plus rester passifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Mais le débat enfle, un débat français, et c'est arrivé un mercredi 21 avril 2021.
le mois de mai signifie quand même quelque chose pour les généraux français. De Gaulle avait fait un coup d'État. Aujourd'hui, il est le plus grand Français de tous les temps. Il dépasse même Charlemagne qui a créé l'école. Pour les Français. Oui, pour les Français. Pour eux, les Français, pas pour nous. Non, j'ai dit pour eux, c'est ça Voilà. que j'ai dit. De Voilà. Gaulle est le plus grand Français de tous les temps chez eux. C'est leur sondage qui le disent. Il n'est pas arrivé au pouvoir de suite d'une élection démocratique. Il est le plus grand Français de tous les temps. Il dépasse même Charlemagne qui a créé l'école. Mais que veulent ceux-ci? Puisque ça coïncide avec ce qui se passe au Tchad, bon, les généraux, on attend. Parce que quelquefois, lorsque la France va mal, c'est l'armée, ce sont les généraux qui ont redressé la France. Ils sont contre le délitement de la France. Que vont-ils faire réellement? On attend de voir. Allez, merci beaucoup. Isabelle Carozoupet, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Michel Ngachou. Bonjour allez bien? à ceux qui regardent ce programme. Je ne vais pas bien. Vous voulez que je dise pourquoi? Oui, qu'est-ce qui se Ah passe? bon? Ça va vous arranger? Bah pourquoi pas? Vous avez oublié, n'était pas au restaurant. vous avez oublié ce que vous avez dit hier? On n'est pas allé au restaurant hier. Donc vous écoutez, maintenant il demande que je Ah laisse. d'accord, vous n'êtes pas allé au restaurant hier. Avec vous. Pourquoi? On n'est pas allé au restaurant hier avec vous. Voilà. D'accord. Merci. Pourtant, c'est ici que Merci, vous avez Carole. tenu la promesse. Vous n'êtes pas là avec moi. Vous voulez commencer à faire comme les autres, Michel Ngachou? Vraiment. Hein? C'est incroyable. Avec hein. lui ou pas? C'est incroyable. Michel vraiment. Ngachou. C'est incroyable. J'espère que ce En tout plateau cas, n'est pas comme le on se Cameroun. comprend très bien. Non, je me comprends très bien. Du Très tout, même taquine pas. ce matin. Dans tous les cas, on fait quand même un clin d'œil à Francis Ngannou, qui est déjà au pays. Oui. Très bel accueil, d'ailleurs chaleureux, vraiment à lui réservé. Ouais. Vraiment belle parade dans toute la ville de Douala. Vraiment, que du bonheur encore, bienvenue. Et on a vu comment il y a eu ces autorités administratives qui étaient autour de lui pour pouvoir justement saluer justement l'homme qu'il est devenu ou encore ce drapeau du Cameroun qu'il a pu hisser très très haut. Est-ce que ces autorités qui ont reçu Francis Ngannou hier n'ont pas un peu honte quand même de savoir que le Cameroun n'a jamais accompagné Francis Ngannou? Aujourd'hui, Ngannou fait Attends, les simplement... autorités ont fait quoi? Bon, les autorités qui Ils étaient l'ont là. accueilli. On l'a C'est accueilli. pas comme ça. Ô Hein? digne fils, la patrie reconnaissante. Oui. Qu'est-ce qu'on a donc fait pour lui? L'accueil, c'est tout? Mais Jusqu'ici, ce n'est que avant l'accueil. l'accueil. Vous voulez qu'il y ait quoi? Avant l'accueil, quoi, Ah, maman? d'accord. Avant l'accueil, Oui. l'État s'engage à un certain nombre de choses sur un digne fils, une digne fille. Ou digne fils, la patrie reconnaissante. Ça veut dire que ça devrait être une orientation du chef de l'État qui instruit le gouvernement d'un certain nombre de choses. Malheureusement. Et le gouvernement, par exemple, peut dire au chef de la région de commencer. Parce que là, ce n'est pas au moment où on va dire, attends, hein, on a même envoyé le courrier, non, on a transmis à qui de droit, on a, voilà. Il faut le dire fondamentalement, c'est pas l'État du Cameroun qui a fait venir Ngannou. C'est une entreprise de téléphonie mobile. Ngannou au Cameroun. Donc, c'est simple à comprendre. Oui, mais il a donc- été reçu par... Il y a eu une récupération. Oui. Non, pas encore. Non, mais Il a reçu- été accueilli par le gouverneur. Oui. C'est tout. Limitons-nous à ça. Non, il a été accueilli par le Je gouverneur. C'est pas l'État qui l'attendait, c'est une entreprise justement qui l'attendait. Donc voilà, maintenant l'entreprise a eu son organisation et a souhaité justement que ce soit le gouverneur qui l'accueille. On ne sait pas si c'est passé en son, Voilà. mais voilà, pour le moment, on se L'État limite à n'est ça. pas dedans. Très L'État bien. ne sait pas qu'il a un digne fils. C'est ça Voilà, qu'il pour le moment. faudrait qu'on le sache. Ah non, L'État monsieur ne Bongo. sait pas encore qu'il a un digne fils. Donc laissons l'État Donc, tranquille. l'État- Vous oubliez l'État quand n'a même pas les encore propos de reconnu Ngannou. félicitations. On a quand même vu justement le chef de l'État adresser toutes ses félicitations Cher ami, à Francis Ngannou. Ahidjo est entré dans l'avion en 1968 pour accueillir Joseph Bessala. On a vu l'État. Mbangwa a apporté combien de médailles aux Jeux Olympiques? Après Bessala, il y a eu MB. Il y a eu. ouais, c'est Alors, Roger Mila, on a vu le chef de l'État venir l'accueillir. Mais Merci attendez, beaucoup. Donc, laissons. Audrey. L'État est absent chez nous. Ça va bien, Audrey? Oui, ça va, ça va. Ce matin, je continue dans la même lancée que j'ai initiée. Encourager les femmes à se prendre en main. Vous savez, de son vivant, le président Thomas Sankara disait que la vraie autonomie, la vraie indépendance, l'émancipation de la femme passe par sa responsabilisation. Pour qu'une femme soit émancipée, elle doit avoir des responsabilités. Le président Barack Obama, hyper féministe de son côté également, disait... Hyper féministe. Oui, c'est un féministe qui s'assume. Lui, Oui, le président Barack Obama. il est féministe?
Il accompagne les féministes ou les féministes? Il est féministe parce qu'il estime qu'il y a une autre vision qu'on devrait avoir. Il estime que pour que les femmes soient un peu plus indépendantes, soient en bonne position dans la société, elles ont besoin d'accompagnement et ça commence par l'éducation. Au Cameroun aujourd'hui, les femmes, les jeunes femmes ont besoin de modèles. Et si on dit qu'on n'a pas de modèle aujourd'hui, ce serait un peu malsain. Juste à côté, j'ai envie de parler d'une jeune femme qui est en train de s'illustrer merveilleusement bien dans notre société. C'est vrai qu'elle est très vue au niveau des médias sociaux et autres, mais à côté de ça, nos jeunes sœurs pourraient s'inspirer d'elle. Je parle d'une actrice camerounaise, elle s'appelle Muriel Blanche, qui est en train de se battre d'une très belle façon. Donc nos jeunes sœurs qui ont besoin d'accompagnement devraient s'armer de courage également pour pouvoir briser les limites. C'est possible d'arriver là où vous voulez. Merci beaucoup. Madame, monsieur, n'oubliez pas en même temps. Dérange, Charles, je suis un peu gêné parce qu'Isabelle Garonne dit qu'on n'est pas allé au restaurant hier. Et puis il y a les téléspectateurs qui me touchent une bourse. On a le sentiment. Ah bon? Oui, mais quand vous le dites. Vous êtes un peu gêné mais de vous voir. êtes moi, vous et moi. Si j'étais pas content, j'étais pas vraiment très ému. Non, quand vous le dites, justement, il y a Charles mon vision, Amel qui a on a le rebondi sentiment et que tout. Non, quand vous le dites à mon vision, Michel, le ça sentiment que se On dégage. trop de situations. Franchement, qu'est-ce qu'il y a de... C'est pas correct. C'est vous qui revenez encore sur ça. Nous, N'est-ce c'est pas? Qu'est-ce qui n'est pas correct? Dites-le que vous C'est êtes déjà passé. C'est déjà passé. Franchement, C'est déjà passé. Allez, Isabelle et nous, on a accepté. Trop taquine ce matin. Et là, il fallait que je m'y attende. Merci beaucoup. Allez, l'histoire de ce matin, Dominique Audrey, nous pour la vous prochaine écoutons. fois. Nous vous écoutons, Dominique, l'histoire de ce matin. Oui, l'histoire de ce matin, c'est l'histoire d'une jeune femme, voilà. Elle s'est mariée alors qu'elle était âgée de 28 ans. Ça fait 10 ans qu'elle est mariée. Elle raconte que l'homme de sa vie est entré dans sa vie à un moment où elle était désespérée. Celui-ci a été comme un sauveur pour elle parce que grâce à lui, il a pu terminer ses études et aujourd'hui, comme son mari, elle est fonctionnaire. Elle a pu terminer ses études. Oui, elle a terminé ses études. Il a aidé à trouver son emploi et tout. Donc, depuis quasiment 7 ans sur les 10 années de mariage, vraiment, c'est l'amour parfait. Cet homme, vraiment, il n'y a rien à jeter chez lui. Et ils ont 2 enfants qui sont... 2 enfants... C'est rare qu'une femme témoigne comme ça. Ouais, bientôt à l'âge de la Apparemment, puberté. Évoluons. Malheureusement, la dame qui nous écrit, elle dit que ça fait 3 ans, elle a quelques difficultés avec son mari parce que depuis, ils ne font plus de voyages, des voyages libidinaux. Elle a constaté cela après plusieurs tentatives, ça ne répond pas du tout. Elle a essayé de parler avec son mari, celui-ci dit que non, ça va passer. Elle a incité à aller rencontrer un médecin pour comprendre ce qui pouvait être à l'origine de ces pannes. Son mari, elle dit que son mari tourne autour du pot, il tourne, donc il ne veut rien faire. Un jour, elle prend l'initiative de prendre la voiture. Son mari a cru qu'ils étaient en train d'aller faire une balade, donc elle ramène celui-là chez un médecin. Lorsque son mari s'est rendu compte que c'était un médecin, il a piqué une colère verte, mais il a quand même fait sa consultation. Et malheureusement, jusqu'aujourd'hui, rien n'y a fait. La jeune dame dit que dans la famille, personne n'est au courant de rien en ce qui concerne le problème qu'elle rencontre avec son mari depuis 3 ans. Elle n'a pas eu le courage d'en parler avec quelqu'un et elle aimerait comprendre, est-ce que il y a une raison palpable à ce que son mari soit comme ça et ne veuille pas faire d'efforts parce qu'en 3 années, elle a tout fait. Celui-là ne veut faire aucun effort. Il lui a dit non, moi je préfère aller voir un praticien. Ok, elle s'est organisée pour trouver quelqu'un pour le faire, mais jusque-là, son mari, il traîne le pas, il ne veut rien faire. Il lui dit simplement ça va passer. Donc la dame aimerait savoir, est-ce que son mari est entré dans une histoire compliquée qui lui a demandé de sacrifier sa virilité, auquel cas, comment ça peut s'expliquer, cette situation? Ça peut s'expliquer comment et des solutions sont multiples aujourd'hui. Mais s'il ne traîne pas, certainement, il y a d'autres raisons, Maman Bengal. S'il ne traîne pas, il peut y avoir des raisons, n'est-ce pas? Votre avis ce matin? D'abord, ça arrive à la jeune génération aujourd'hui. Nous, jusqu'à 80 ans, il était inadmissible qu'un homme ait une panne technique qui puisse être long. Jusqu'à 80 ans. Oui, à 80 ans, un homme peut épouser une fille de 20 ans et la fille s'en sortira très bien d'ailleurs. Donc, il y a des raisons, mais il y avait aussi certains, justement parce qu'ils cachaient,
Mais le problème primordial, c'est la femme. C'est la femme. Elle doit questionner deux orientations. La physique, tout ça est compris. Est-ce qu'il est carrière, est-ce qu'il mène une activité qui demande un effort physique? C'est quoi l'impact? L'impact, c'est qui fait que l'hypophyse qui est au niveau du cerveau, la colonne vertébrale, commence à avoir des problèmes de transmission. Il devient un peu comme un robot. Ça arrive aussi aux intellectuels, hein, ceux qui ont une activité et est orienté beaucoup plus vers l'activité, par exemple, de recherche. Vous êtes plongé dans vos recherches, je veux dire, le monde n'existe plus. Ouais. Donc, le côté là, il va avoir un coût. De la même manière que sur le plan physique, si l'activité physique est très poussée, ça affecte également. Mais comme nous avons parlé des condiments, le kamdik ici, et ainsi de suite. Donc, il y a d'abord le repas qu'on donne aux femmes. Éliminer la viande rouge, par exemple, c'est un nombre. Y aller beaucoup plus avec les légumes. Ouais, et les kamdik, de temps en temps, il y a des condiments qu'on y met. Et comme ça, vous n'êtes pas obligé d'aller voir le médecin. C'est quand ça persiste. Au bout d'un mois, l'homme doit reprendre, donc l'homme doit pouvoir reprendre. Et quand ça ne veut pas, ça devient donc inquiétant. Alors, est-ce qu'on m'a dit justement, au cas échéant, ne s'y est pas prise convenablement, ou du moins elle serait ignorante des données que vous évoquez en ce moment? Tout à fait. Elle est ignorante de ces données-là. Elle est ignorante de ces données. Et je pense que l'homme, je ne soupçonne pas qu'il soit entré dans une secte pernicieuse. D'abord, même lorsque vous êtes dans des sectes pernicieuses, les orientations sont telles que vous vendez le ventre de votre femme, ou bien alors vous ne pouvez plus vous-même allaiter, ou alors vous allez chercher à aller dans l'intimité avec votre femme lorsqu'elle est en période de menstrue, ainsi de suite. Donc il y a des orientations sordides, mais pas de tomber, de chercher à être en défaillance mécanique. Expliquer quand même que l'homme soit réfractaire aux propositions émises par son épouse. C'est pour ça que j'ai dit, la femme doit voir quelle activité professionnelle mène son homme. Oui. C'est très important. Un homme qui a épousé son travail, à un moment, il peut être un homme comblé, parce que quand vous avez une femme, en fait, qui vous ne faites pas de reproches, vous avez des beaux enfants, vous organisez plutôt leur avenir, et vous êtes plongé dans votre activité. Si c'est l'activité de recherche, si c'est le travail physique que vous faites, donc vous avez plutôt épousé, ce qui fait que la communication, parce que c'est peut-être dans même vos mathématiques et vos sciences commencent à prendre ça. L'hypophyse qui est au centre ici recueille les informations et transmet. En fait, c'est à ce moment que ça arrive au cœur qui a vocation à aimer. Donc il y a tout un cheminement dans le corps de l'homme et qui trouve sa source au niveau la dame nous envoie un complément. Vous voulez faire un complément? Oui, la dame nous envoie un complément en disant qu'elle s'est rapprochée, elle n'en a pas parlé à la famille, elle en a parlé à sa meilleure amie qui lui a suggéré un médecin, mais jusque-là son mari a refusé d'y aller. Et il y a dans un an, comme ça fait 3 ans qu'il y a ce problème dans le couple, il y a 1 an, elle a vu ressurgir de nulle part son ex qui a recommencé à lui écrire. Tellement il lui écrivait, elle était très distante de lui. Il a commencé à lui envoyer des images obscènes. Elle l'a bloqué Facebook, WhatsApp et autres. Celui-là l'a appelé avec un numéro inconnu en lui disant « Tu penses que je ne sais pas que ton mari c'est un impuissant? Tu m'as quitté pour aller épouser un bois blanc et tout et tout et tout. » Attends, qui le dit? Son ex. Qui renvoie Pourtant, le message elle à ne qui? s'est confiée qu'à sa meilleure amie. Ah, donc, elle aimerait savoir... Son est-ce ex que c'est à elle, la fille? Oui, la mariée et la dame. Ses enfants, elle les a eu avec ce mari? Oui, avant. Ça fait que 3 ans. Non, ça veut donc dire que si elle veut penser ce plan mystique, c'est son ex, donc ça arrive aussi. Ça arrive aussi que son ex a amené son mari à être en défaillance mécanique. Ça aussi, c'est une possibilité, à ne pas, mais on ne verra pas ça chez le médecin. Alors, mais comment est-ce comprendre quand même, Isabelle Carole, que
malgré les appels justement à la femme qui reconnaît que son époux a une réelle panne technique qui dure presque 3 ans, que celui-ci fasse recours aux solutions africaines qui sont reconnues, mais en même temps qu'il n'y ait pas de solution. Alors, le fait que la femme lui impose justement d'aller rencontrer un médecin et qu'il trouve et qu'il ne se lève pas de sitôt, est-ce que ça peut être un complexe? Et si oui, comment le gérer à votre avis? Je crois que ce sont des choses qui peuvent arriver à un moment donné dans le couple. La chance qu'elle a, cette dame, c'est qu'elle a bien précisé qu'elle n'a pas connu chez dernier de la sorte. C'est-à-dire qu'au départ, vraiment tout allait bien et ils ont même eu des enfants et tout. Ça veut dire que de là, elle a eu à savourer. Elle a quand même de bons souvenirs. Maintenant que la situation se pose, on ne parle pas de l'impuissance de son mari à ses amis. Il y a ce qu'on appelle l'intimité du couple, Michel Gatou. Moi, je ne sais pas comment les femmes d'aujourd'hui ont cette légèreté à prendre tout ce qui se passe dans leur foyer pour aller mettre ça sur la place publique. Vraiment, l'intimité du couple est sacrée. Même votre maman, c'est en dernier recours, en situation extrême de vie ou de mort que vous allez commencer à chuchoter. Quand on parle quand même d'une certaine intimité. Mais de là à raconter à sa copine que voilà, mon mari est ci ou ça, vous vous attendez à quoi? Maintenant, voilà Alex qui est déjà au courant et tout. Et vous allez voir que c'est la copine qui allait dire à Alex que voilà, est-ce que tu sais que ton ex, son mari est ceci ou cela? Et lui, maintenant, qui commence à refaire surface. Et on sait très bien comment la chair est faible. On sait très bien comment les femmes sont sensibles à des mots, à des choses. Et on sait très bien... Et quand il s'agit de votre ex, il sait très bien sur quel bouton appuyer pour que vous cédez. Son foyer est tout de suite en danger. Moi, je crois qu'aujourd'hui, elle pose ce problème parce qu'elle semble déjà vouloir aller avec son ex. Oui, elle semble déjà avoir un faible pour cet ex. Elle semble déjà vouloir oublier les 7 années de bonheur qu'elle a eues avec son mari. Autre chose, il faut savoir que les hommes, ce n'est pas comme les femmes. Les hommes ont un certain orgueil. C'est-à-dire qu'il a du mal à s'asseoir devant un médecin pour aborder des questions de sexe. Ouais. C'est très, très, très compliqué, Michel Gatou, pour un homme de parler de ce genre de problème. En plus, face à un médecin qui lui dira ça se passe comment et tout, vraiment, il se sent mal à l'aise. Donc, il y a des gens qui ne digèrent pas ça, qui ne se voient pas facilement le dire à un médecin, qui ont de la peine à y aller. Ce n'est pas forcément qu'ils se retrouvent dans des sectes ou quoi que ce soit, ou des choses un peu compliquées et tout. Sinon, il y aurait eu d'autres répercussions. Mais c'est tout simplement que le monsieur se sent gêné d'aller rencontrer un médecin. Et vous allez voir, même sa femme est au courant parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. Sinon, je suis sûre que même à sa femme, il aurait caché de lui dire ça parce que c'est comme une preuve d'impuissance. C'est-à-dire que tu te mets un peu au bas de l'étage. Et c'est difficile pour un homme de se mettre dans cette posture-là. Donc, même avec sa femme à la maison, je suis sûre qu'il est mal en point. Parce qu'un homme, c'est un homme dans tous les sens. Oui. Et un homme, c'est d'abord un homme dans sa culotte. On est mal en point, on a un problème de santé et surtout une santé particulière quand même pour la survie de son couple, la survie de sa famille, parce qu'on sait, c'est indéniable. Pourquoi ne pas s'activer au plus vite quand même? Pourquoi ne pas se lever? Il se dit, bon, on a contre les solutions urgentes. On comprend. Est-ce qu'en 3 ans quand même, il devrait toujours rester là? Et pourtant, les solutions lui sont proposées par son épouse. Non, allez savoir comment cette dame vraiment lui propose des solutions. On se connaît, nous les femmes. Ouais. Oui, chérie, j'ai vu ma tante aujourd'hui. Vraiment, elle m'a dit qu'elle a un homme là qui est dans son quartier, qui soigne vraiment les frigidités ou encore impuissance et tout ça, faiblesse sexuelle et tout. Elle va se mettre au salon, Michel Gatou, et elle va le dire vraiment au vu et au su de tous. Elle pourrait. Hein, non, je vous le dis, parce que si en 3 ans, non, on parle sur des faits. Si en 3 ans, un homme n'a pas pu le faire, allez chercher la façon avec laquelle sa femme d'abord essaie de trouver des solutions. Vous avez d'abord vu tout à l'heure, on vous dit que le monsieur est dans la voiture avec la dame et puis elle garde devant un centre hospitalier. Si un homme ne veut pas rencontrer un médecin, ce n'est pas de la sorte qu'il faut se comporter. Techniquement, qu'est-ce qu'il faut faire de votre avis? Je crois qu'il faut l'amener de manière subtile, il faut l'amener posément, il faut l'amener doucement, il faut le ramener d'abord. Parce que là, lui aussi, cet homme, il a peur. Parce qu'il a peur que sa femme peut se retrouver demain avec un adjoint. Oui, il a peur pour son foyer. Ouais. Donc, je me dis qu'elle doit... Avec un répétiteur. Oui, c'est tout ça. Donc, je crois que... On se comprend, et vous évoluez. Non, un vrai homme doit avoir un Junju Botel à côté. Merci beaucoup Mbombo, merci Isabelle, Carole, Zoped, madame, messieurs, vos avis également sont attendus. Nous vous lirons tout à l'heure, mais allons prendre bien sûr le point de vue de Charles Amen Battu ce matin.
C'est des questions qui sont hautement sensibles. Effectivement, on en parlait à l'instant avec Isabelle Carole Chalamel. Des questions hautement sensibles à en parler parce que nous, au masculin, on trouve toujours quelques petites anicroches lorsqu'il faut en parler sereinement. De votre avis, qu'est-ce que cette femme peut faire pour suffisamment mettre son époux en confiance et l'amener justement à trouver des solutions aux problèmes qu'elle pose ce matin? Aller faire tout simplement un recyclage en ce qui concerne l'école du mariage, parce qu'elle a littéralement échoué sur toute la ligne, elle a échoué. Monsieur Michel Ngatsou, aujourd'hui, les jeunes filles ne causent pas avec les mamans, leurs mamans. Les jeunes filles d'aujourd'hui sont rivées à Facebook, s'éduquent sur WhatsApp et vont s'entraîner dans les boîtes de nuit à se divertir. Elles s'éloignent, monsieur Michel Ngatsou, de la réalité. Pourquoi? Le taux de mortalité des hommes mariés aujourd'hui est élevé à cause des femmes qui tuent leur mari. C'est les femmes d'aujourd'hui qui assassinent leur mari. Vous ne pouvez pas le dire. Je le dis et je pèse mes mots. Les jeunes filles d'aujourd'hui sont des assassins. Des assassins, monsieur Michel Ngatsou. Des assassins. 3 fois, j'ai dit. 3 fois. Vous parlez des femmes qui Vous portent avez le bonheur de l'homme. des femmes qui, aujourd'hui, ont une cuisson qui se résume à 3 choses. Tomates en conserve, sel, cube. Ouais. C'est quoi ça? Piment. Piment. C'est l'assassinat. Vous donnez ça un mois, un an, vous l'avez tué. Les maladies cardiovasculaires, hypertension, crise cardiaque. Les médecins ont même... Donc pour vous tuer, la femme prend son temps, monsieur Michel Ngatsou. Elle vous conduit au cercle, elle sait que vous allez tomber. Bien sûr. Vous demandez le Bien jour, elle dit sûr. que va voir ta mère. Bien sûr. Elles n'ont plus le temps. Le sangha. Autre chose, monsieur Michel Ngatsou. L'organisation de la cuisine. Les jeunes femmes n'ont plus l'organisation de la cuisine. La maman savait qu'elle faisait le macabo tourner lundi. Banane malaxé mardi. Mercredi, elle faisait le sire de col. Jeudi, on commençait à se rapprocher avec le couscous maïs. Vendredi, le coquille. Dimanche, vous le samedi, le taro. Elle vous amenait dans un cycle. La semaine d'après, elle changeait. Haricots, patates. Elle sort haricots, patates. Légumes sautés. Câlin. Mais, monsieur Michel Ngatsou, aujourd'hui, vous avez des femmes à la maison. Riz bolognaise, couscous de riz, À la milanaise. à la milanaise, Poisson à la brocoli milanaise. de ceci. Vous êtes morts. Fricassé de... Voilà le premier pan qui tue beaucoup d'hommes. Ils s'éloignent des réalités. Ils ont des femmes qui malheureusement ne connaissent plus l'importance du macet, l'importance du pépé. Il y a tellement de condiments qui tournent alors là, parce qu'elles se sont éloignées et tout cela participe à la réformation de l'hypophyse. On venait de dire. vous savez, quand vous parlez, Dominique Audrey est tellement souriante que je ne comprends pas. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce Elle qu'il se dit? reconnaît. Elle se reconnaît. Vous vous retrouvez dans ce qu'il dit? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Il y a un peu de vrai dans ce qu'il dit. Oui, Sauf un que peu. les personnes qui nous ont précédés, notre génération, n'ont pas pris la peine de nous enseigner un certain nombre Monsieur de choses. Michel, Ça veut dire que c'est un problème de génération, Eh, de ce n'est pas une retransmission de question de valeurs génération. Bien sûr. Monsieur Michel, c'est pas une question de génération. C'est une question Parce que dans les maisons, moi je l'ai vu avec mes soeurs. Lorsque mes soeurs rentraient, dès que vous avez enlevé la tenue cuisine, ça ne discutait pas cuisine. Vous entrez à la cuisine. Et la maman est là. Le week-end, c'est les filles qui faisaient la cuisine. Et pendant qu'elles faisaient la cuisine, la maman dit que la façon que tu ouvres tes jambes là pour écraser, fais très attention. Ton piment va chauffer. Ah ouais, vous suivez. Donc ça veut dire au moins qu'elle a une grand-mère qui lui a rappelé les choses que je dis sur ce plateau. Donc il y avait des... Et c'est là pendant la cuisine que la mère disait, ah, fais attention, la façon que tu laisses, on ne laisse pas les pépins de ça comme ça. Oui. Il faut prendre ces pépins. Le rôle de ces pépins, c'est ceci. Tu pourras plutôt préparer dans ça. Bon, tel condiment, c'est à la cuisine. Alors lorsque tu vas te rendre compte que ça ne va plus, un jour ou l'autre ça arrivera, fais attention. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez des Rocky Balboa. Aujourd'hui, vous avez des jeunes, M. Michel Ngatsou, qui ont une addiction particulière des aphrodisiaques. Et qui ont commencé depuis au moins 10-15 ans. Des hommes? Oui, des hommes. Bien sûr.
qui consomment. Ça, il y a des hommes qui ont pris cette passion. Lorsque ça passe, il ajoute une bitacola, un clou de girofle, il prend avec le lait. Il y a des compositions à l'extérieur. Le gars consomme. Mais il ne sait pas que son organisme est en surpuissance. En ce moment, il n'a pas besoin de ces additifs pour pouvoir devenir, je ne sais pas moi, le kunze. Mais vous avez donc des gars qui prennent et qui procèdent des marathons jusqu'à l'âge de 40 ans, jusqu'à l'âge de 38 ans. Et après, normalement, ça lâche. Or, c'est à cet âge que vous devez commencer à ajouter tout un peu. C'est à ce moment que ça lâche. Vous avez des difficultés. Vous avez des hommes de 35 ans qui ont des difficultés. Les gens nous regardent. Qui ont des difficultés aujourd'hui. Allez interroger leur passé. Troisième point, il y a l'alcool. Aujourd'hui, les jeunes boivent énormément en oubliant que l'alcool est l'un des facteurs qui réduit véritablement la virilité de l'homme. Contrairement à ce que les gens pensent que ça, quand je bois, c'est là où je suis, ça détruit la virilité. Vous avez des gens qui consomment. Est-ce que son mari boit? Est-ce que son mari a eu à consommer? Est-ce que voilà autant d'interrogation? Voilà. Et il y a le dernier facteur par lequel je sors. C'est pour ça que je dis que c'est la femme qui a joué. Le dernier facteur par lequel je sors, le traumatisme d'un homme. Vous savez, avoir une femme avoir un inspecteur Colombo dans la maison, c'est très compliqué pour les hommes. Vous avez des femmes qui sont des agents de torture dans des foyers, monsieur Michel Ngachou. Tout est beau parce que c'est sous ses yeux, mais elle ne prend pas la peine de se rassurer. Est-ce que l'homme avec qui je vis, elle ne lave pas les habits, elle ne repasse pas, les chaussures sales, il se plaint. L'argent, même la gestion dans le foyer, ça ne donne pas. L'homme intériorise, tout cela crée une sorte de bombe d'Hiroshima qui, lorsque ça lâche, même le désir, à un moment donné, on l'entretient, monsieur. Merci, Michel. Charlamagne. Donc il faudrait que ces femmes travaillent. Malheur à elle, elle a dit à sa copine, ben, elle a dit à sa copine, c'est dû au marché. Merci beaucoup, Charlamagne. Dominique Audrey semble justement le dire qu'il y a un peu de vrai dans ce qu'il dit, peut-être aussi un peu de faux, de votre avis. Quel est votre commentaire? J'épouse totalement ce que Charles Hamel dit. Ah, et je d'accord. persiste à dire que il y a des valeurs qui n'ont pas été transmises à une bonne frange de la jeunesse de la actuelle, jeunesse, oui, féminine tout à fait. surtout. Oui, Ouais. sur ce qu'on appelle l'entretien et tout, le foyer, la maison, la cuisine. Il y a des maisons où en grandissant, on n'entrait pas à la cuisine. Bien sûr. On entrait rarement et on ne vous donnait que peu. Donc aujourd'hui, beaucoup de femmes sont simplement la conséquence de cela. Mais à côté de ça, j'ai envie de dire aux personnes qui vivent en couple que lorsqu'on est avec un homme ou une femme, on devient une partie de cette personne. Si les femmes témoignent de l'amour à leurs hommes, à leurs partenaires, ils auront la facilité de vous avouer un certain nombre de choses. Lorsque le problème a commencé avec son mari, la dame aurait dû s'en rendre compte parce que ça ne va pas... Ça ne s'est pas arrêté comme ça, comme un interrupteur. Ça a commencé progressivement, il y a le temps qui a diminué, il y a la performance qui n'était plus la même. Lorsque ça a commencé, je veux dire que lorsque vous finissez de le faire, elle devrait dire à son mari, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui te dérange? Est-ce qu'à ce moment précis, on a une réponse? Parce qu'on ne sait pas. On peut vous dire, ben, qu'est-ce qui se passe? Tu as été moins performant aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui s'est réellement Oui, passé? oui. Mais il ne vous donnera pas une réponse ça évidente. Parce dépend de que comment vous l'amenez. ça arrive. Parce que il y a des femmes qui, lorsqu'elles sont face à ce genre, face à cela, elles se braquent, parfois elles se fâchent. Sauf que ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'en se fâchant, on frustre la personne en face qui va se retrouver à avoir honte. Et il n'est pas question que votre mari ait honte devant vous. Non, vous êtes votre mari. Donc il ne doit pas avoir honte de vous dire un certain nombre de choses. Il ne doit pas avoir honte de vous exprimer ce qu'il ressent. Donc les femmes gagneraient à être, à certains moments, on ne peut pas toujours être autant en symbiose, à un certain moment, être des livres dans lesquels, des livres vierges dans lesquels les hommes peuvent... Dominique Audrey, sur 100 femmes, on a 45 femmes qui simulent. Qui simulent dans les foyers et elles se torturent et se tuent et maintenant sans rien faire. C'est à elles qu'il faut parler. Ne pas de voir la simulation ou pas. Non, c'est ce qu'elle dit. C'est ça, c'est la simulation. Elle donne l'impression à son mari qu'elle participe alors qu'elle n'est pas. Oui, c'est un autre problème. Elle simule pourquoi? Elle simule certainement parce que en face, elles n'ont pas également le courage de dire à l'homme en face que Massa, vraiment, moi j'aimerais que... tu vois, c'est un peu compliqué quand même. Hein, parce voilà. que moi, je veux comprendre. Ben, il y a une panne technique. Vous vous rendez compte, vous, madame, vous demandez à votre monsieur à l'instant, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas comme si c'est un interrogatoire. Oui, mais vous l'amenez, n'aurez pas de tu lui réponse. dis que, mais gars, c'est comment? Oh, j'ai là...
Bon, C'est oui. pas trop ça. Est-ce que- Il va te dire non, vraiment, aujourd'hui au travail, j'ai eu un problème. Et les femmes doivent connaître leur mari. Quand votre mari n'est pas dans son état normal, une femme normale le sait. Sortez le matin, allez chercher les condiments, préparez Voilà. sa nourriture des La milliers. Arrêtez de nourriture, dire- même les jus que vous buvez. Il a C'est parlé un des problème. bières maintenant. Même Voilà. les jus, il y a un principe là, un produit qu'on appelle E200. Ouais. C'est l'acide sorbique. C6H8O2. Oh, ben, c'est Oui, oui. c'est Bon, très c'est chimique, ça. chimique. Oui, tout à fait. Ouais. Ça tue. L'acide sorbique, ça tue. Les jus que nous prenons là, C'est c'est dans pour plein ça de jus qu'il y que a vous buvez, c'est qu'il y a des trucs. Mais je Et- crois que c'est tout simplement un on va problème sortir de du sujet, hein. communication. C'est dans la ce couple. communication. On va sortir Non, du non, sujet. j'ai Donc, dit, que ce c'est soit- vous pouvez régler ça. Merci. Monsieur commence à manifester une différence technique. Vous limitez les jus, Très bien, la bière, très bien. vous Vous venez dans le organisez. sanga. Dans le Ouais, sanga. Merci Dans les le gens, sanga, je vous en prie, c'est la je vous en prie, je vous en prie. Cher Lamel, bon, la sauce de bouillon. permettez, on va évoluer rapidement. Tout de suite, madame, monsieur la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion des terres rétrocédées par l'État à certaines chefferies traditionnelles dans ce pays. À qui est-ce que la terre appartient au Cameroun? À l'État? Au groupement traditionnel, chefferie traditionnelle, au royaume ou alors au canton? Point d'interrogation. Si ce n'est pas le cas, qui est le garant de la terre? Le chef supérieur, le chef de canton ou l'ensemble des villages constituant le dit groupement ou canton? Est-ce que même dans les normes, le roi ou le chef possède des terres? Question. Une question qui ne cesse de revenir chaque jour, mais qui est entretenue dans un flou perceptible par le gouvernement en place. Après les indépendances, une nouvelle politique foncière a été mise en place à travers le décret-loi numéro 63/2 du 9 janvier 1963. Texte qui créait de fait le patrimoine collectif national géré par l'État, constitué de terres retirées aux collectivités coutumières, à l'exception de celles qui étaient considérées comme des possessions des collectivités, celles qui ont été matriculées ou transcrites en vertu du Code civil et celles qui constituent le domaine public et le domaine privé prévu par les textes. Comment comprendre qu'après avoir récupéré les terres des populations locales, après l'époque coloniale, le législateur leur a accordé le droit d'usage ou un droit d'usage qui porte sur la terre même et sur certaines de ses ressources. Le droit d'usage portant sur la terre est prévu par l'article 17 de l'ordonnance numéro 74/1 du 6 juin 1974 qui précise les modalités d'attribution du domaine national. Cette ordonnance dispose que les collectivités coutumières qui, à la date d'entrée en vigueur du texte, occupent ou exploitent paisiblement des dépendances de première catégorie du domaine national, c'est-à-dire certaines habitations, terrains d'habitation, cultures, plantations, pâturages de parcours, continueront à les occuper ou à les exploiter. Dans le cas des habitations, l'exercice du droit d'usage est parfois soutenu par l'État qui délivre dans certaines localités des permis de bâtir sur des terres non immatriculées, ce qui contribue à légitimer le droit d'usage des populations sur ces espaces. Précision en valait la peine. L'État du Cameroun a procédé il y a quelques mois seulement à la rétrocession de certaines terres à certains groupements traditionnels. La communauté, pour rester dans le littoral, la communauté de l'Indie a reçu quelques hectares, la communauté Belle a reçu 1570 hectares de terrain à partager entre villages. Espace 1570 hectares pour le canton Belle, qui est 150 fois plus grand que le quartier Bali, du fait qu'il occupe environ 3/5 de superficie de l'arrondissement de Douala 1er,
qui compte à lui seul 2600 hectares. Comment comprendre ces actions posées et dans le sud Cameroun, parce que ce n'est pas seulement le littoral, et dans le sud de Cameroun et dans une partie du Mongo par l'État du Cameroun, au moment même où l'on sait qu'il n'existe aucun texte national, tout secteur confondu, qui reconnaît et garantit formellement les droits des communautés sur les terres. Comment comprendre qu'à ce jour, les populations rurales résident sans droit de propriété sur les terres et les ressources et fonctionnent au gré et aux humeurs de l'État qui, en fonction, on va le dire, des exigences, en fonction des situations, décide d'ouvrir X ou Y. L'État a donc décidé de retrocéder certaines terres, j'ai dit à lui, à certains groupements traditionnels, sauf que cela s'est fait dans un flou total. Acte qui n'aura pas tenu compte, dans certains cas, des antériorités et antécédents historiques. Parce que pour pouvoir le poser, dixit certains responsables traditionnels, il fallait prendre encore ou remonter à l'histoire avec des cartes d'Allemande, des cartes de l'époque pour voir le territoire des uns et des autres. Dire que les répartitions se sont faites à tête chercheuse. Ensemble d'actions qui aura non pas suscité de la joie, mais plutôt de la colère au sein de certaines chefferies des villages constituants, mais en plus celles des populations qui ne comprennent rien à rien. Comment comprendre ces vautours d'élite qui, du centre au sud, en passant par l'ouest, le Mongo, ou si vous voulez le littoral peut être plus explicite, aura poussé les différents chefs à se retrouver en guerre avec leur population. Comment comprendre ces plans de viabilisation, d'immatriculation proposés au nom de ces différentes chefferies et au nom de la communauté, sans la communauté? Comment comprendre la gestion égoïste de certains chefs traditionnels qui s'arrogent tous les pouvoirs, procèdent à des répartitions sans tête ni queue au détriment de certains villages? Comment comprendre que certains chefs de village, au mépris des intérêts de leurs membres, vont prendre des engagements à la chefferie en contrepartie des minables sommes? Un bien pour un mal, ces rétrocessions ont créé des incertitudes et des tensions entre différentes revendications de légitimité. Pourquoi est-ce que l'administration aime à jouer ce jeu trouble, provoquant parfois jusqu'à la lie les populations? L'État, en procédant de la sorte, s'est joué des populations, les abandonnant en porte-à-faux avec les chefs, du fait que l'application du droit coutumier ne devrait pas être confondue avec le pouvoir du chef traditionnel. Comment comprendre que ces rétrocessions soient faites par l'administration au chef, sans aucun respect des règles coutumières? Comment comprendre que l'esprit de la lettre adressée par le ministre des Domaines n'a pas été respecté au sein des communautés? Comment comprendre que dans les décisions d'attribution des concessions à grande échelle, le chef et deux notables seulement sont membres des commissions consultatives et pas tout le village qui établit un procès verbal, ou encore les différentes familles qui établissent un procès verbal qui remettent au chef qui va rencontrer l'administration? À ce jour, les chefs camerounais et les institutions traditionnelles perdent progressivement leur crédibilité. C'est la guerre dans les différents groupements traditionnels, parce que les chefs ayant reçu le don du chef de l'État à travers ces rétrocessions ont pris sur eux de négocier avec des sociétés immobilières sans consulter les populations, sans consulter le peuple, sans consulter le village, sans consulter les familles. Certains sous-chefs, pour qu'on se comprenne, sont allés faire allégeance aux chefs, ont pris leur part et ont décidé de manger, abandonnant les familles. Le chef a-t-il des terres? L'État en confiant tout au chef, sait-il que le chef n'est que le garant? Mais la véritable terre, elle appartient aux familles dans les villages. Rétrocession quand il nous tient. Attention, la bataille s'annonce rude pour ces différentes rétrocessions. Merci beaucoup, cher Lamine Bathiou, pour cette colère exprimée à l'instant. Eh bien, la question des répartitions des terres
ne cesse effectivement de faire grand bruit au sein des collectivités communautaires, si on va le dire ainsi, au sein des chefferies en même temps, mais au sein des grandes familles dans des groupements bien connus aujourd'hui au Cameroun. Et en l'évoquant d'ailleurs ce matin avec les attributions effectuées par l'État du Cameroun, en respectant, si vous le souhaitez, la loi mise en place pour la répartition et la bonne gestion de ces terres aujourd'hui, peut-on effectivement en savoir un peu plus sur le comment ceci se fait? Peut-on le dire? Est-ce que les terres sont bien gérées au Cameroun aujourd'hui? La terre appartient à l'État, à la base, Bonbon Bengan Kandji. Maintenant, la répartition, pour qu'on puisse éviter d'avoir des anicroches, comme c'est le cas aujourd'hui dans les chefferies, et des tensions permanentes, même avec les hauts communes de l'État aujourd'hui au Cameroun, qu'est-ce qui, de votre point de vue, peut justifier cette mauvaise gestion des terres et répartition surtout au Cameroun? D'abord, la terre n'appartient pas à l'État. Pour le cas de l'État du Cameroun, il est né dessus d'un décret français 501. C'était le 21 avril 1957. Ouais. Donc vous voulez dire que le Cameroun n'existait pas avant? C'est avril 1957. En s'appuyant sur la loi du 3 janvier 1963, aujourd'hui, sur le patrimoine collectif national. C'est des conneries. Vous avez bien vu que même si on s'inspire de cette loi, on est obligé d'intervenir par une ordonnance en 1974 pour fixer le régime foncier au Cameroun. Ça aussi, c'est une connerie. Charles Hamel a bien donné les articulations qui auraient dû, j'allais dire, éviter les écueils, les erreurs qu'on a aujourd'hui. La terre appartient aux communautés. Et pour le cas du Cameroun, nous avons deux types de castes. Il y a des sociétés, dans la grammaire française, on appelle société égalitaire, mais non, nous avons des sociétés que nous pouvons appeler égalitaires pour qu'on se comprenne un peu, mais nous avons également des sociétés féodales. Le problème, c'est que les royautés qui ont précédé la République, on n'a pas eu un point de rencontre, un consensus pour voir comment on va entrer dans la République. La République nous est tombée comme ça sur la tête et on a commencé à rattraper ce qu'on pouvait rattraper avec ce que cela comporte comme cupidité, comme laxisme, comme cynisme, comme un certain nombre de choses. C'est un peu ça que j'aime. Regardez seulement la communauté à quoi? À quoi où? Après on vous dit à quoi nord? Voilà. Or, si on laisse à la communauté à quoi? La communauté à quoi qui a un chef connaît les limites territoriales du territoire à quoi. Même si à un moment donné, ils traversent le territoire d'Edo, ils savent que nos ancêtres étaient installés là-bas, étaient installés ici. Il n'y a pas de problème. Ce qui fait que même ceux qui étaient des esclaves chez les Aqua, quand on a franchi un esclave, on lui donne un terrain. On dit tel et tel, mais on lui donne un terrain, on lui dit, il est de notre communauté. C'est comme ça que l'État, en fait, devrait s'inspirer pour faire ce que vous appelez les lois. Parce qu'en principe, les lois régulent les rapports sociaux. Effectivement. Et ces lois trouvent leur inspiration dans les us et coutumes des populations de ce pays-là. Chez nous, non. Ce n'est pas vrai. Et quand Chalamé s'indigne, comment certains chefs s'accaparent donc? Il sait bien que nous sommes la famille Yakwa. Voilà les terres, voilà les familles qui constituent le Aqua, village. Tel était ici, tel était ici, tel était polygame, n'a pas mis, tel parent n'avait pas eu d'enfant, il est mort très tôt. On t'a dit, moi je gère ça, c'est moi qui gère la communauté Ndokama. Or, nous avons au moins 4 sites. Il y a l'Ndokama dans le Cam, je sais comment les gérer. Il y a celui-là sur après pour moi, vous voyez, Ndokama Makak, c'est moi qui les gère. Nous avons donc, à Sakbaïm où je les gère. Et ceux qui sont à côté de Ngompe, de lui, je les gère. Parce que je connais les familles. D'accord. Ça a été le cas, par exemple, j'ai eu des familles de magistrats qui étaient travaillés chez les Allemands dans les plantations de bananes de Tico. Ils sont nés là-bas, sont morts. Mais leur papa, un de leurs arrière-fils, qui s'est souvenu qu'il était documenté, je lui ai trouvé, il a trouvé sa terre. Pratiquement. Donc, je ne peux pas me permettre de vendre des terres. Même si je donne au village, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas assez de terre. Je leur dis, c'est la terre des Bikok. D'accord. Donc, on veut leur, voilà, et c'est ce que l'État...
L'État est donc venu avec la mafia. Par exemple, D'accord. la communauté Bédi, c'est là où vous appelez Omnisport. Mais on les a transportés vers Bédi là-bas parce qu'on voulait construire un stade en 1971 pour la Coupe d'Afrique. On les déporte comme ça, sans même qu'il y ait une négociation avec les gars de Ndokoti. Parce que Ndokoti, en fait, ça va jusqu'à Cité des Palmiers. Où vous voyez, et la communauté Malangé, parce qu'en fait, on leur donne une partie de Malangé, que vous appelez Malangé, mais Malangé qui est là, on ne leur demande pas, l'État leur dit on va créer une... Ça ne se fait pas comme ça. Alors, justement, finalement, aujourd'hui, ça devient un impose... problème. Quand vous êtes à Bepanda, on vous dit Bepanda, c'est la communauté Bédi. D'accord, l'État impose, il y a des dysfonctionnements justement en termes de répartition de ces terres, il y a des disparités en même temps pour les familles qui ne parviennent pas à se retrouver. Mais il y a lieu quand même ici de parler de la relation qui existe entre l'État et les chefs traditionnels ou les chefs de groupement. Est-ce qu'on ne va pas parler d'une complicité Non, une complicité entre l'État et ces non, derniers? l'État a domestiqué la chefferie traditionnelle en faisant le sous-préfet, d'après cette loi et l'ordonnance à laquelle j'ai fait allusion, c'est le sous-préfet qui est le président de la commission consultative de délivrance des titres fonciers. Et on vous dit, pour avoir un titre foncier, il faut montrer que vous avez mis votre terre en valeur. Voilà. À partir de 70, par exemple, jusqu'à 50, est-ce que c'était mis en valeur? Si vous ne l'avez pas fait, donc voilà le truc. Et maintenant, voilà, cultiver ou avoir fait une maison ou un truc. Voilà, tout à fait. Et maintenant, le sous-préfet, qui lui c'est un fonctionnaire qu'on a affecté dans votre arrondissement, quand il vient, il dit bon, il y a un problème, donnez-moi d'abord me mettre carré. Ma part, c'est où d'abord? Puisqu'il est le patron des chefs qui sont auxiliaires d'administration, ils vont trembler. Tout le monde n'aura pas, il y aura des bonbons, n'aura de je ne sais pas moi, des faux soukoujou. Pour dire au sous-préfet, cher ami, va attendre. Tu veux un procès verbal, on t'apportera le procès verbal. Mais ici, j'ai réuni d'abord ma famille. Très bien. Ils n'ont pas ce courage, ils n'ont pas à le faire. Et voilà même son représentant du ministère de l'Agriculture qui viendra voir est-ce que ces tiges de cacao ont mis combien de temps. L'autre qui est de service de domaine viendra. Donc, il est accompagné d'une commission qui vient expérimenter est-ce que vraiment Ngachunumba a vraiment mis cette terre en valeur. Or, tout le village sait que vos grands-parents, ils n'ont peut-être pas cultivé partout, mais c'est votre terre et ils connaissent les limites. Très bien. Donc c'est là où l'État devait négocier d'abord avec les communautés, même en construisant un stade. Il va vous dire, voilà, le problème se pose encore à Fandena. Parce que là aussi, l'État avait arraché la tête d'Infadena. Jusqu'à présent. Donc, jusqu'à présent, c'est tout. Merci donc l'État fait du banditisme. Merci infiniment, bon Bengal, banditisme foncier. Restez sur Equinox, mesdames et messieurs. C'est 10-12 le Zénith qui se poursuit avec vous jusqu'à 12h. Restez unis. Bon retour mesdames, bon retour messieurs, bonjour à vous si à l'instant vous nous rejoignez. Merci de rester sur Equinox Télévision et vous êtes très nombreux en même temps chaque jour à tenter de comprendre avec nous l'évolution de ce pays. Le pays, il est le nôtre en réalité, mais l'on se posera encore la question de savoir si les Camerounais sont au parfum de ce qu'on appellera aujourd'hui une préparation psychologique des événements à venir. Croyez-vous, vous Camerounais qui nous regardez aujourd'hui, que le Cameroun est une dynastie? Croyez-vous, vous Camerounais qui nous regardez aujourd'hui, que lorsque Paul Biya, qui est aujourd'hui à 39 ans de vie, de pouvoir, de règne, a été mis là parce qu'il a succédé à son père? Croyez-vous, vous Camerounais, en même temps que nous devrons nous aussi laisser ce qui est en train de se planifier, se peaufiner comme étant une éventuelle succession de X à Y au niveau de la République aujourd'hui? Croyez-vous, vous Camerounais, que la terre, les terres camerounaises appartiennent simplement à un individu ou encore à sa famille? Voulez-vous en réalité que ce qui se passe en ce moment dans les pays voisins se reproduise exactement au Cameroun? Les Camerounais sont-ils prêts véritablement à défendre ce qui leur est cher, leur patrie, leur terre, leur ego, mais surtout la République en elle-même, même si elle n'a pas toujours respecté les us et coutumes des royaumes? Pouvons-nous, comment pouvons-nous justement le dire ce matin que sur les réseaux sociaux, il y a une grosse préparation
psychologique des Camerounais autour d'un éventuel candidat pour, si jamais le chef de l'État venait à ne pas continuer à remplir ses fonctions, il serait certainement le candidat choisi par X ou Y. Croyez-vous véritablement que les Camerounais seraient tranquilles devant une telle situation et qu'on serait muet? Que non. Alors, nous invitons bien sûr les Camerounais à être extrêmement vigilants et à vous redire encore, comme on aime vous le dire chaque matin sur cette antenne, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Arrêtez dès aujourd'hui de dire les choses politiques ne m'intéressent pas. Parce que justement, on se sert de la politique pour continuer à avilir les Camerounais, pour continuer justement à tenir, comme on le fait aujourd'hui, le peuple camerounais, et on nous entraîne dans ce qu'on nous entraîne aujourd'hui. 39 ans, c'en est quand même de trop. 39 ans, justement, on croit quand même qu'en tant que Camerounais, on a assez payé. Est-ce que vous voudriez justement, vous Camerounais, que le pays rentre entre les mains des gens qui ne sont pas à même de vous donner de vraies orientations pour un avenir certain? Faites le bilan de 40 ans aujourd'hui. Où en sommes-nous véritablement? À qui voulez-vous justement remettre ce pouvoir si jamais nous ne sommes pas assez vigilants? Que le peuple arrête de dire « je ne fais pas la politique ». Et je vous rappelle, si vous ne la faites pas, elle va vous broyer et sauvagement. Ouvrez les yeux. Allez, on revient sur la question justement des répartitions des espaces fonciers au Cameroun et comprendre bien évidemment la gestion. Dominique Audrey, avez-vous compris grand chose à ça quand même aujourd'hui? Est-ce qu'autour de vous, vous croyez que les choses se font véritablement, puisqu'on parle encore de politique, il y a quand même une politique foncière au Cameroun. Est-ce que les populations sont conscientes que dans les politiques foncières au Cameroun, il y a des familles qui tiennent des terres et le chef en lui-même, qui est supposé être le chef d'une communauté, lui-même n'a pas de terre, mais c'est lui qui donne tous les accords préalablement pour obtenir des terres dans des cantons. Comment vous comprenez ça, vous? Ce que je comprends juste, c'est que chaque jour ici, Mbombok dit qu'on n'a pas négocié, pas Mbombok, dit qu'on n'a pas négocié. Donc, ça Mbombok ou pas Mbombok? Non, il y a une téléspectatrice. À mon premier passage ici, une téléspectatrice a dit que non, je ne dois pas dire Mbombok, je dois dire pas Mbombok. Oh ben non, oui, hein, donc, il est Mbombok, c'est un superlatif absolu. Je m'en tiens à ça, à ce que là. Il y a Pépé, donc on dit Pépé Mbombok alors. C'est la même chose. Allez, on poursuit dans l'argumentaire de Dominique Audrey. Voilà, donc il y a que chaque jour il dit ici qu'on n'a pas négocié l'entrée de la République. Tout à fait. Dans les royaumes. Oui. Non, l'entrée des royaumes dans des royaumes dans la République, parce que le Cameroun était d'abord ce qu'il était, avec toutes les différentes composantes sociologiques qu'on avait avant que la civilisation, entre guillemets, n'arrive. Sauf qu'aujourd'hui, avec la question que vous posez sur la question des chefs, qui sont aujourd'hui les propriétaires, entre guillemets, de toutes les terres qu'on rétrocède aujourd'hui, c'est que, en fait, il n'y a pas eu de véritable rétrocession. C'est un contrat entre le gouvernement et ces chefs-là qui, selon les normes, ne possèdent en réalité aucun terrain. Il n'est pas question, en principe, lorsqu'on parle de rétrocession, de remettre au nom de quelqu'un. Il était en principe, lorsqu'on rétrocède quelque chose à une famille, à un canton, on remet à tous les membres, toutes les familles constituantes, ce canton en réalité. Regardez par exemple, on a assisté à la rétrocession du site du Ngondo il y a quelques années, lorsque au départ le contrat permettait à ce que la régie Fercam, à son époque, travaille sur ce site qui sert de site de Ngondo aujourd'hui. Et le contrat stipulait que lorsqu'il n'y aura plus de régie Fercam sur ce site-là, les populations pourraient revenir en possession de leur site. Sauf qu'après la régie Fercam, on a observé que la communauté urbaine a voulu ériger des barrières à ce niveau-là, comme si ça continuait d'être une propriété de l'État. Et on a vu des populations qui ont exprimé leur courroux en leur disant « Ici, nous sommes prêts à mourir parce que ce site nous revient. Nos ancêtres procédaient à des rites à cet endroit-là. Précédemment, on a voulu, par citoyenneté, si on veut, faire preuve de bonne foi et de la rétrocéder à une entreprise qui pouvait être bénéfique pour nous tous. Mais maintenant, c'en est terminé. On veut la nôtre. Donc, on a vu ce qui a été vu et après, on a vu le président de la République qui a signé la rétrocession de cette terre-là. On l'a également observé avec le canton Bel, M. Mbachoula l'a mentionné, avec les 1500. 1570 hectares. Hectares de terre pour le canton Bel. Il faut dire qu'avant d'en arriver là, on a eu des camps. C'était quasiment divisé au sein des populations. Et on nous dit que Sa Majesté Bumbu Mangabel a essayé de travailler pour qu'il n'y ait pas de tension. Mais maintenant,
De façon générale, que ce soit à Bafan, on a eu des rétrocessions de terre. À côté également, je crois, c'est avec la Socapalm où il y a des problèmes. C'est 1000 ou 10 000 hectares, si je ne me trompe, avec des populations là-bas qui également ne sont pas totalement satisfaites de comment est-ce qu'on repartit ces terres-là entre elles. C'est la question justement que vous posez, parce qu'au-delà de la question, si on reste dans le littoral ici, ou si vous voulez dans Douala, on sait qu'il y a des élites, bizarrement, qui ont pris sur eux d'aller rencontrer des chefs pour, je ne sais pas le nom, il y a une élite connue du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui d'ailleurs, ancien député, je ne sais pas s'il est en confonction ou pas, il est en confonction, qui à lui seul a 500 hectares à lui seul, dans une ville comme Douala où les gens n'ont pas de terre. Comme quoi, il y a un projet qui arrivera, sur lequel on va installer X ou Y, et accordé par le chef. Mais de quel pouvoir, quel est le pouvoir du chef sur les familles qui sont supposées justement avoir ces terres aujourd'hui? On ne peut pas reprocher à cette élite du RDPC d'avoir eu accès à ces 500 hectares. La faute revient aux principales personnes qui décident de rétrocéder. Maintenant, il faut interroger sur quelle base on décide de rétrocéder et quelles sont les normes, les conditions. Parce que si on décide, si sur le plateau, on a la famille Mbombok, Mbachou, Zoupet, Ngachou, Oyengelek, on ne doit pas simplement donner à un Mbombok Bengan. Si on donne un bonbon Bengan, ça veut dire que tout le plateau appartient à un bonbon Bengan. On doit prendre les différentes têtes ou bien dire on remet au plateau du Zénith. Puisque ces familles-là sont connues au moment où l'État avait pris ces terrains pour faire donc, il faut qu'il y ait un accord préalable entre les familles avant que le chef ne n'impose son accord. Et, sauf que le chef aujourd'hui, si c'est bonbon Bengan qui est dépositaire de cela sur le contrat, vous et moi et les autres, on ne pourra rien lui demander parce que l'État ne reconnaît que Mbombok Mbengan comme propriétaire de cette terre. Alors, est-ce que la terre appartient au chef alors? C'est sur les papiers, oui. Sauf qu'il faut donc savoir qui décide de faire la rétrocession et quelles sont les normes. Est-ce que le chef a donné quelque chose en contrepartie pour qu'on le mette à son nom? Allez savoir. Est-ce que parce qu'il est auxiliaire d'administration et qu'il est la continuité de la cupidité de l'administration? Alors c'est dans une mafia également qui se passe, Isabelle Carole, Zopet, une mafia foncière au Cameroun. Au final, les grands espaces appartiendraient au moment venu à des individus et non plus aux familles. Que doivent faire les familles de votre point de vue aujourd'hui pour revendiquer leurs terres et qu'une répartition normale, réelle, sereine soit faite forcément et que l'État du Cameroun fasse respecter la loi en la matière? Vous croyez que les familles restent les bras croisés? Elles sont impuissantes aujourd'hui? Impuissantes même, c'est peut-être pas ça, mais je dis, elles ne cessent, ces familles-là, de multiplier toutes les stratégies, de faire appel à tous les recours. Vous savez combien d'histoires pendantes d'affaires foncières se retrouvent aujourd'hui dans les tribunaux en justice? Allez savoir Michel Ngacho. Ça veut dire que ces familles ont besoin que justice soit faite. Mais comme c'est l'oncle de tel qui est député, qui est ministre, qui est ceci ou qui est cela, on vous dit a priori que le match que vous voulez entamer, vous ne gagnerez pas cette bataille. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment comprendre que dans des quartiers, vous trouvez 2000 hectares de terrain bien encerclés? On a mis une barrière et qu'à côté, il y a des personnes qui sont là et qui ne veulent que 100 mètres carrés ou 150 ou quoi que ce soit, mais qui ne sont pas capables de pouvoir accéder. Parce qu'il y a des personnes qui sont venues et qui ont pu, au nom de leur statut, au nom de leur notoriété au sein de la société, s'accaparer de ces terres. Il y a une inégalité fracassante et poignante dans la répartition des terres au Cameroun. Et c'est pour ça qu'on comprend tout de suite que les autorités administratives, notamment ces préfets, sous-préfets et tout ça, sont simplement manipulés. Et eux-mêmes sont de connivence avec ces personnes. Parce qu'une fois qu'on a pris fonction, les populations ont déjà à l'esprit que non, dès qu'il y a un nouveau préfet ou sous-préfet à la tête d'une commune, venir dire que voilà, voici les terres que nous, les chefs tels, on te l'offre. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que ça va devenir comme une condition sine qua non pour pouvoir... Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'un sous-préfet passe par un préfet, le chef vient dire je t'offre une parcelle de terre. C'est-à-dire que c'est déjà comme une tradition. Incroyable. Dès que tu prends la tête, on vient de commencer à te dire ok d'accord, vraiment voici ce qu'on t'a réservé et tout. Et ce sont les terres qu'on les offre. Pourquoi? Et parce que demain, appartiennent à des familles, bien sûr, qui sont connues, qui sont bien connues,
qui réclament vraiment, qui font des marches, qui ont des pancartes, qui vont devant des ministères et tout pour commencer à dire on a besoin de ceci ou de cela, mais qui ne sont pas entendus. Qui ne sont pas attendus malheureusement. C'est pour ça que je dis que ce sont des problèmes bien connus et on sait très bien vraiment qui sont sur le banc des accusés. Sauf que, voilà, que faire? Charles Amel Bathiou, ce qui est encore formidable aujourd'hui, c'est que on se rend compte qu'il y a des entreprises qui aujourd'hui, elles aussi sont de connivence avec ces chefs supérieurs ou les chefs justement de ces groupements et qui ont choisi même de s'accorder avec ces derniers pour vendre les terres. Des pubs, on les voit au quotidien depuis presque 10 ans aujourd'hui au Cameroun, des entreprises qui s'engagent, qui s'accordent, des sociétés immobilières. Alors, de quel droit peuvent-ils vraiment jouir des ventes des terres, comme c'est le cas aujourd'hui au Cameroun, au vieux sur tout le monde? Monsieur Michel Ngatou, le chef, avant d'être le chef supérieur de n'importe quel village, est d'abord chef de son quartier. Il est d'abord chef de son quartier, donc le palais royal, le chef de ce quartier, il est d'abord chef de ce quartier avant d'être le représentant. Il est, je ne sais pas si le porte-parole du gouvernement est le chef du gouvernement, M. Michel Ngatou. Pas du tout. Le Premier ministre. Le porte-parole du gouvernement. N'est pas le président de la République, pas du tout. N'est pas le Premier ministre, il n'est que le porte-parole. C'est très important de le dire. Il n'est que le porte-parole. Le chef qu'on a baptisé chef supérieur n'est que le porte-parole du village. Dans le village, il y a beaucoup de chefferies, M. Michel Ngatou. Je peux vous dire qu'ici à Douala, il y a des villages à Douala où l'un des chefs supérieurs ne peut pas parler fort. Il y a des villages ici à Akwa que pour que le chef de canton parle, il mesure sa langue. Oui, M. Michel Ngatou. Il y a des villages où les chefs, c'est-à-dire des chefs de chefferies, où vous appelez ça sous-chefferie, ou des chefferies qu'on a déjà vassalisées et tout. Il y a des chefferies où on n'entre pas n'importe comment. Le chef n'est rien. Celui-là a plus de valeur que le chef qui est le porte-parole. Comment vous m'expliquez que le chef laisse son quartier, excusez-moi l'expression, laisse son village pour aller bagarrer sur les terres de quelqu'un d'autre? Ce ne sont pas vos terres. Ce ne sont pas vos terres. Or, l'administration qui vient décide que vous tous, vous êtes inférieurs en mettant les degrés. Incroyable quand même. C'est lui qui est votre patron. Non mais c'est fou quand même. Dans un village, on ne connaît pas le patron, M. Michel Ngatou. Je dis dans les villages, on ne connaît pas ce que vous appelez premier degré. On ne connaît pas les patrons. On se respecte, M. Michel Ngatou, et on accepte que, bon voilà, on te reconnaît comme étant le descendant de celui-là qui est venu créer le village, qui a organisé, on te donne cette valeur, mais ça ne te donne pas le droit de venir sur mes terres, partager et m'apprendre comment manger. Or, l'État qui vient joue ce genre en disant, vous ne valez rien, vous n'êtes rien, ce n'est qu'avec lui que nous composons. Mais c'est ce qu'il nous dit qu'on fait. S'il nous dit qu'on prend, on veut créer une université et que le chef ne s'entend pas avec Dominique Oyengalette, il dit aller raser là-bas, l'espace est plus propice. On vient raser, on vous délocalise. On ne vous indemnise pas. On ne vous indemnise pas. Voilà comment ça fonctionne. Voilà le banditisme dont parlait. Bon. Alors, lorsqu'on arrive, on ne connaît pas, on n'évalue pas, l'administration n'étudie pas, on dit d'accord, rétrocession de 4000 hectares au village de M. Ngatou. Banekane. J'ai dit n'importe quoi. Votre village, on a 4000 hectares. Vous allez vous asseoir, M. Michel, vous dites, bon, l'État m'a donné. Quels sont ceux qui sont mes fidèles? 13 hectares, 14 hectares, 8 hectares, 20 hectares. Maintenant, quels sont mes ennemis? 1 hectare et demi. Demi-hectare. Vous gueulez, je vous récupère tout. Maintenant, quels sont ceux qui ont des projets pour mon village? Là, c'est le combo. Et c'est là que vous voyez des élites qui viennent maintenant. Entrer en scène. Oui. Des élites qui ne connaissent même pas l'histoire, l'historicité du village, les antériorités, les antécédents dans le village, qui rentrent. Nous avons tel projet, Banekane Beach. Nous avons tel autre projet, Banekane Luna. Signe ici. Bon, tous les gars qui devaient avoir, on les donne 1,5 million, 2,5 millions, 3 millions. Ils connaissent même quoi à la terre ou quoi. Le chef perçoit, sans donner le montant, M. Michel Ngatou, le montant qu'il a perçu. Et ça a commencé avec les élections. Pendant les élections présidentielles et tout, on court, on va voir le chef de canton,
Les chefs vont lui dire que tiens, partage avec les autres. Il y a des chefs qui ont reçu 100 000 et qui ne connaissent pas ce qu'on a donné au départ. Donc vous voyez, ce flou a été entretenu véritablement sans aucun respect. Vous avez la répartition, vous avez comment on va dire, les chefferies segmentaires du sud, du centre-sud, souvent on dit des chefferies anénatiques, monsieur, anétatiques, anétatiques, ça veut dire ou acéphale, sans chef, sans tête, oui, ça c'est dans le centre sud-est. Oui. Vous avez des chefferies avec bien fortement centralisées dans la zone du nord, dans la zone de l'ouest Cameroun, où les choses étaient bien organisées. Or, lorsqu'on va dans le centre sud-est, il y a ce qu'on appelait une sorte de consortium. Il y a une sorte de conseil de notables, des hommes forts, toujours des familles qui s'asseyent et qui délibèrent en l'absence du chef amenant lui dire tout ce que tu vas aller dire. Voilà ce que nous on a arrêté par leur dire. C'est comme ça que ça fonctionne dans la zone du sud. À l'ouest, c'est un peu beaucoup plus différent parce qu'il y a des sociétés qui sont à 400. L'État, conscient de ça, décide, on ne veut pas discuter avec, on donne à ces différentes personnes. À l'intérieur, vous avez des autorités administratives qui disent, je suis au courant. C'est moi qui ai facilité, non. On a donné, non. C'est moi qui vais superviser. Ma part dedans, c'est combien? On commence à tailler. Lorsque vous vous déplacez pour aller au niveau du MINCAF, M. Michel Ngachou, vous vous rendez compte que les surfaces censées être octroyées aux différentes familles constituantes des différentes chefferies ou groupements, ce n'est pas respecté. L'esprit de la lettre est bafoué. Lorsque vous allez rencontrer les responsables, en tant que chef de famille, comme disait Isabelle, on vous dit, ah, c'est le chef supérieur, non? Ah, c'est le chef. Est-ce que nous on va entrer en guerre contre lui? Ah, tout ce qu'on peut vous faire, c'est vous faire le donner, allez vous plaindre, allez à la justice. Voilà donc comment vous allez, à l'heure où je vous parle, sur tout ce qu'on vous a cité comme ces domaines, il y a des problèmes. La rétrocession fait problème et c'est voulu par l'État. Énorme, cher Lamel Bachou. Vraiment, merci beaucoup pour cette colère exprimée ce matin. Eh bien, dire en même temps que cette question est hautement sensible pour les familles qui nous regardent aujourd'hui. On le sait, beaucoup de familles sont en déplacement, que ce soit dans les grandes villes de Yaoundé et de Douala. Et à chaque fois qu'elles retournent dans des villages, beaucoup ne savent pas exactement quelles sont les terres qui sont les leurs. Et vous savez qu'il y a des familles, une fois décédées au niveau de la ville, il faut ramener les corps au niveau du village. Parfois, il n'y a pas de terre pour enterrer ces derniers. Et c'est un réel problème, cher Lamel. Monsieur Michel, j'ai le temps de sortir. Ça, c'est autre chose. Ouais. Quand on parle de rétrocession, je vous prends par exemple la zone de Dindé, du bois des singes, là, que les gens appellent le bois des singes Dindé. Oui. Cette zone était une zone protégée. L'État avait réservé cette zone comme une zone protégée. Lorsque l'État se rend compte qu'il y a expansion, l'État dit ok, on vous libère cette zone. Cette zone, sur 1570 hectares, peut héberger, cette zone peut héberger sensiblement 5 générations. Ouais. Je dis bien sensiblement 5 générations. Le problème n'est pas des gens où on va venir enterrer. Le problème, c'est qu'on a réparti. C'est pour la communauté. C'est le bien de la communauté, les familles constituant de cette communauté, pas d'une personne. Lorsque les préfets, les sous-préfets en fonction choisissent justement d'arracher des terres pour des familles, c'est également un problème pour ces les téléspectateurs à lire la sortie du professeur Ebenezer Ndiomwele sur sa page Facebook concernant ces problèmes de rétrocession. Ils vont voir à qui s'est adressé, comment est-ce qu'il s'est adressé, en quel terme. Merci. Vous vous rendez compte que c'est criard. On va prendre bien sûr les messages de nos téléspectateurs rapidement. Isabelle Carozo-Pet, en vous saluant hautement, madame, messieurs, pour vos nombreuses réactions, pour vos encouragements multiples en même temps. N'oubliez pas, avec vous, on atteindra nos objectifs. Isabelle Carole. Bonjour à vous. Cet homme est souffrant car j'ai vécu cela pendant 1 an. Mais un jour, en faisant mon ménage, j'ai trouvé un carnet médical caché en bas du réfrigérateur, d'où le résultat positif du chlamydia. Cet homme a peur de sa femme car elle n'est sûrement pas secrète. Autre message. Bonjour à vous. J'aimerais savoir si tout le monde doit être politicien. Je crois que c'est à ta suite, hein, parce que tu disais... Il faut y faire, il faut la faire. S'intéresser à la chose politique. Il faut s'intéresser à la chose politique. Il ne faut pas avoir le sentiment que les choses politiques appartiennent aux politiciens. Souvenez-vous encore de la fameuse expression « l'école aux écoliers, la politique aux politiciens ». Mais c'est absurde parce qu'il y a également une politique éducative, il y a une politique sanitaire, il y a une politique foncière, comme on en parle à l'instant. Il y a une politique dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qui est politique, renvoie aux questions je vais dire des citoyens, et le citoyen qui ne pense pas à s'intéresser aux affaires politiques
ne l'est pas encore. Donc on arrête justement de laver les cerveaux des Camerounais en vous disant ne faites pas la politique, ne vous intéressez pas à la politique. Et quand on va à certains endroits, ils avaient Carole Zupek, il y a des familles qui vous disent vraiment les affaires de politique là, vraiment moi je n'en parle pas, ça ne m'intéresse pas. Et peut-être pour sortir là rapidement, je vais vous dire, avant que je sois discuté ici, j'ai des camarades, j'ai des promotionnaires qui me disent mais Michel Ngacho, on ne te reconnaît plus, tu n'es plus le gars de Yaoundé qu'on connaissait, qui ne parlait pas politique. Parce qu'effectivement à Yaoundé, je le dis ici, très peu de jeunes parlent politique à Yaoundé. Très peu de jeunes ne parviennent même pas à vous dire mais qu'est-ce qui se passe dans tel endroit. Et quand vous-même vous menez des débats, on vous dit vraiment Michel, dis donc, laisse les affaires des gens là-bas, dis donc, laisse-les là-bas, ils font leurs choses là-bas, nous on se bat, comment on peut se battre ici. Mais on continuera comme ça à se plaindre, même sur des questions des affaires foncières comme c'est le cas. Ajoutez que celui qui dit ne pas faire de la politique fait la politique. Incroyable. Oui, celui qui Aussi, dit je ne fais pas la politique, c'est une forme de politique. Il a fait. Moi, j'ai passé 26 années comme sous-préfet. À ce jour en retraite, je n'ai que 400 mètres carrés pour ma maison, une parcelle du domaine public de l'État. Tous les sous-préfets ne sont pas dans ce que vous dites là, sauf quelques-uns qui le font. Ceci n'est pas propre, n'est propre aux autorités administratives. C'est un sous-préfet qui le dit? Oh oui, référez-vous aux chefs traditionnels. Il dit qu'il est sous-préfet? Et aux élites. Félix Dobala. Je reprends. Ah, oui. Il a passé 26 années comme sous-préfet. Non, on ne dit pas non. Comme il y a le gouverneur Mahamat qui a dit que chaque fois que je voulais faire du bien, on me tapait sur le pied. Non, on ne dit pas tous les sous-préfets. Il dit le rôle que le sous-préfet a comme président de la commission consultative de délivrance des titres fonciers fait que certains utilisent ce rôle-là, pas à bon escient quand même. Un cas le plus patent a été celui de Coton, où l'un des sous-préfets de la ville, dont on va taire le nom, parce qu'il n'est pas très éloigné encore, il est là, mais il s'était accaparé de beaucoup d'hectares. Le chef lui a dit, je ne te donne pas. Il a commencé à faire des rapports, c'était des menaces. Je dis, l'histoire de Coton est connue, où il voulait s'accaparer, je dis une autorité, hein, il voulait s'accaparer des terres, administrative, en disant que tu ne me donnes pas, tu vas voir ce que je vais faire. Il y a certains qui ne s'amusent pas, d'autres vous disent que je vais faire les champs. Moi, je veux faire les champs, donne-moi. Je sais qu'il y a des hectares, donne-moi. Et vous voyez, ceux qui sont dans les zones où il y a un peu la forêt et tout, c'est des personnes qui jouent à ce jeu. Donc, on tient un coup de chapeau à ce sous-préfet s'il n'a pu avoir que ces petits hectares, ces petits mètres carrés qu'il a, mais d'autres ne s'amusent pas. On évolue avec Carole. Bonjour à vous au studio. La rétrocession des terres par l'administration est destinée à une collectivité représentée par un chef. C'est lui qui définit qui fait partie de la collectivité. Les travaux d'une commission consultative sont le chef du village et deux notables sont nuls et nul effet. Autre message. Bonjour, la cause sectaire de cette perte de virilité de cet homme peut être vraie, alors c'est insoluble. Le mari peut avoir couché une femme mariée piégée par son mari et en cas d'infidélité, il y a perte de virilité. Voilà. Même là, Non, même là, ça ne se passe même pas comme ça. Autre message. Bonjour à vous sur le plateau. Je pense tout simplement que ce monsieur doit causer avec sa femme et ne pas avoir peur de rencontrer un médecin. Dominique Audrey, Equinox TV, qu'est-ce qu'on dit là-bas? On a Jean-Bernard Tetmengongan qui pose une question à Charles Hamel lorsqu'il a énoncé les menus journaliers. Il pose la question de savoir, à Fumban, on mange constamment le couscous maïs. Et à Batanga, on pose également le couscous de manioc. Est-ce que ça s'applique là-bas? Est-ce que les hommes là-bas ont également les nourriture? C'est Ngangan, justement, il réfléchit avec une partie de son cerveau seulement. Charles Hamel a dit, on varie. Nous sommes dans une zone où, que ce soit dans le Noun ou dans l'océan, il y a la forêt, il y a les herbes, il y a le maïs. Il y a le maïs qu'on peut préparer sous forme d'autres choses. Il n'y a pas que le couscous qu'on fait avec le maïs. Sauf que la faute n'est pas aux femmes, comme ça. Si, la faute est aux femmes. Parce que ce qui se passe, c'est que vous avez beau faire des repas équilibrés à votre mari, mais au lieu que quand il finit son travail, il revienne manger à la maison, il passe d'abord manger chez X, chez Y, mais c'est chez Z. Donc, à la fin, il se retrouve avec des écorces, des potions sur lui et tout, et qui sont à l'origine justement de cet handicap. Vous avez constaté une défaillance mécanique. On vous dit, vous avez quelques éléments pour remédier à cette défaillance mécanique. Ça entre dans les condiments. Allez chercher, même si... Ça ne peut pas, le traitement ne peut pas être efficace. Isabelle, dans la mesure où ce n'est pas votre plat, uniquement qu'il consomme. Justement, c'est là où on dit que la femme a le pouvoir.
Hier, il n'a pas été performant. Il vous dit non, laisse une semaine, deux, Selfie a fait 3 ans. Vous dites, monsieur, comme vous n'êtes là, d'accord, j'ai compris que vous êtes ailleurs. Même la notice, vous n'aurez plus. Donc, il y a des techniques de répression. Voilà. Permettez les messages de Dominique. Tatiana Clara dit que la femme sage est celle qui prend le Seigneur comme son confident pour les sujets intimes et sensibles du foyer, pour dire qu'on ne devrait pas sortir avec les problèmes de couple. L'affaire foncière est désormais une grande mafia au pays. Avec le titre foncier en main, l'on n'a plus de sûreté. Seuls les expatriés sont de plus en plus protégés et rassurés des propriétés foncières ici chez nous. Ouais, Cameroun. Monsieur Michel Ngachou, posez la question à toutes les populations. Dans le cadre de l'une de mes émissions où je fais le tour des villages, quand vous arrivez, vous demandez à un chef de village que votre village s'étend sur une superficie de combien? Les chefs ne connaissent pas. Les chefs ne connaissent pas. Quand vous posez la question, ils ne connaissent pas son territoire. Il vous dit, on m'avait dit que c'était environ... Jusqu'à... la rivière... Comment est-ce qu'avec les nouvelles, il dit que non. Mais quand vous allez discuter, vous vous rendez compte que sur 90% même des terres au Cameroun, nous sommes tous des squatteurs, monsieur Michel. Dans votre village, vous n'avez pas de titre foncier, vous n'avez pas immatriculé. C'est l'État qui définit. Bon, comme vous êtes là, comme vous avez mis en caution, on vous donne des titres fonciers sur cette partie. C'est la raison pour laquelle l'État, à temps et à contre-temps, on vous déloge. Or, ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Merci. En Côte d'Ivoire, ils ont commencé par l'immatriculation. Ils ont les terres, on connaît les limites. Et c'est ce qu'il faut faire au Cameroun. Merci beaucoup, Charles Hamel. Merci à vous, madame, messieurs. Restez nous sur Equinox Télévision. Allez, tout de suite, on marque un moment de pub et on vous retrouve. Eh bien, parlons justement de pub. On s'attendait à voir le spot de SCI Immobuld avec Constille Amine. Grande vente promotionnelle des terrains titrés chez SCI Immobuld dès le 1er mai au 31 mai 2021. Bonjour Constille Amine. Alors, bonjour Michel Ngachou. Vous savez très bien, je l'ai toujours dit dans cette émission que le concept Salaka n'associe pas son image derrière n'importe quoi. Rien que ma présence devrait rassurer les téléspectateurs. Rien que ma présence devrait donner le sourire à tous les téléspectateurs de cette émission. Parce que c'est votre concept que vous avez choisi. C'est le concept qui vous permet aujourd'hui de faire des achats dans de très très bonnes conditions. Et parlant bien sûr des achats, nous parlons ce matin encore une fois de plus de cette agence immobilière qui a une crédibilité internationale. De cette agence immobilière qui a donc décidé d'offrir des terrains titrés, des terrains vérifiés à tous les téléspectateurs de cette émission. Raison pour laquelle nous lançons un mois de promotion de la vente des terrains titrés et vérifiés. Alors j'attire l'attention de tous nos téléspectateurs. Acheter un terrain, c'est bien, mais l'acheter auprès des partenaires du concept Salaka, c'est encore mieux. Pourquoi choisir les partenaires du concept Salaka? Parce que les partenaires du concept Salaka ne vendent que la qualité et rien que la qualité. Et quand c'est pas bon, je ne vends pas. Et si je vends un produit, ça veut dire que j'ai pris la peine de me rassurer de la qualité du produit, de la crédibilité du produit. Raison pour laquelle je reviens encore ce mardi matin parler une fois de plus de SC Immobule, votre agence immobilière spécialisée dans la vente des terrains et pas n'importe lesquels, les terrains titrés, les terrains vérifiés, les terrains avec garantie. Il y a de cela quelques semaines, on a fait une campagne spéciale dans cette émission. Vous avez été des milliers de personnes qui aujourd'hui ont des terrains à Douala. Et même en Europe, on a des clients en France, au Canada, aux États-Unis, des Camerounais qui ont acheté des terrains. Étant de l'autre côté là, une fois de plus, merci à tous les téléspectateurs de cette émission. Et je reviens aujourd'hui pour parler d'une promotion spéciale à l'occasion de la fête du travail et à l'occasion de la fête nationale du Cameroun. Nous offrons un mois de promotion des terrains titrés, des terrains vérifiés. Nous allons commencer bien sûr par une zone qui est une zone futuriste. C'est la zone de Ngombe. Et quand on parle bien sûr de Ngombe, c'est à Douala 5e. C'est au Cameroun. Ah ben oui, regardez bien sûr la qualité de ces terrains. Regardez la fiabilité de ces terrains, chers téléspectateurs. Vous avez le mètre carré à partir de 4 500 francs. Je dis bien à partir de 4 500 francs. Offrez-vous un terrain titré du côté bien sûr de Ngombe, c'est à Douala au Cameroun, pour un minimum de 150 mètres carrés. Et ce n'est pas tout.
SC Immobile accompagne sa clientèle dans l'obtention des autres documents de terrain. C'est également ça, la qualité d'un agent immobilier, c'est-à-dire d'une entreprise immobilière. Vous avez donc des terrains titrés en Gombe à partir de 4 500 francs le mètre carré. Chers téléspectateurs, c'est une promotion spéciale, c'est une vente exclusive, c'est une vente crédible avec bien sûr SC Immobile. Les numéros de téléphone, vous les avez. Appelez dès à présent, passez votre commande, achetez une parcelle de terrain en Gombe à partir de 4 500 francs. Alors ceux qui aiment la zone de Lundi, ceux qui aiment la zone de Lundi B, vous avez des terrains titrés à Lundi B à partir de 7 500 francs le mètre carré. Ah ben oui, chers téléspectateurs, c'est des terrains titrés, c'est des terrains vérifiés et le client prend la peine de se rassurer de la qualité de ces terrains. On parle également d'une autre zone, chers téléspectateurs, si vous voulez, vous avez également bien sûr dans la zone de Lundi réserve des terrains titrés à partir de 10 000 francs à Lundi réserve, chers téléspectateurs. Appelez dès à présent et achetez une parcelle de terrain à partir de 4 500 francs le mètre carré. Allez, on passe à autre chose rapidement, je vous en prie, Isabelle Carole Zoupette, la revue des réseaux sociaux pour évoluer dans ce programme ce matin. Bienvenue à vous, si à l'instant vous joignez à nous, madame, monsieur. Poursuivons, Isabelle Carole. Oui, revue des réseaux sociaux, bien sûr, on parle de ces images qui ont inondé la toile et qui continuent bien sûr d'inonder la toile. Il s'agit donc de violence en milieu scolaire. Voilà un phénomène de plus en plus récurrent dans les établissements scolaires aujourd'hui au Cameroun. Cette fois, nous sommes au lycée technique de Djombe-Penja dans le département bien sûr du Mungo. Il faut noter donc que de ce côté-là, on a eu donc une violente bagarre qui aurait donc dégénéré dans l'établissement entre les élèves et l'un d'eux, bien sûr, qui a donc été copieusement battu par ses camarades. David couru au quartier pour appeler les renforts, comme ils appellent souvent le retour, entre guillemets, ces derniers qui n'ont pas tardé à arriver. Et voilà une autre bagarre qui s'en est suivie. On va le dire ainsi, c'est au cours de cette bagarre qu'un élève dont s'est donc vu amputer la main, alors une main coupée par son camarade, comme on peut le voir en image. Il a donc été transporté immédiatement, bien sûr, dans une formation hospitalière de ce côté-là. Voilà, sur la toile d'abord, il y a eu cette fausse rumeur comme quoi il serait décédé. Une information qui a aussitôt été démentie, car l'élève en question est bel et bien en vie, mais malheureusement ne pourra plus jamais jouir de ses deux bras. Voilà, et c'est une actualité quand même qui a fait bouger la toile hier soir. L'indignation était à son comble en même temps, que des enfants choisissent de se mettre dans ce qu'ils appellent des bagarres et ce qu'on appelle des retours. Alors, ça veut dire en réalité qu'on a dans des quartiers des brigands, des tueurs en série qui se retrouvent et qui attendent simplement qu'il y ait des bagarres dans le lycée pour sortir et aller simplement venger celui qui a été touché et qui appartient certainement à ce clan. Est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, en regardant ces images, que les chefs de quartier sont les complices justement de ces enfants qui s'y retrouvent aujourd'hui? Bon Bengan. Parce que là quand même, vous avez des enfants dans les quartiers qui ne font presque rien, qui attendent qu'il y ait des bagarres pour courir dans les lycées. Et là, je le dis en regardant la caméra, il y a un cas, peut-être pas encore de bras coupés là-bas, c'est le lycée de Tinga à Yaoundé, où on sait que lorsqu'il y a une bagarre, les enfants foncent rapidement à la briqueterie, les enfants foncent rapidement en bas, ils foncent, je ne sais où, à la briqueterie beaucoup plus, ils sortent des gens à la briqueterie et ils remontent au lycée de Tinga pour créer ce qu'on appelle le retour. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ce délitement dont on fait à chaque fois état ici pour pouvoir en sortir et trouver des solutions? Bonbon, votre avis, je vous en prie. Lorsqu'on parlait des enfants de la rue accouche où? La faute revient à qui? Non, je l'ai dit à l'entame de l'émission, lorsque les anciens généraux français disent à Macron qu'il y a un délitement de la France, nous on pense que oui, ça reste politique. Non, cher ami, nos sociétés, dès lors qu'on est coupé de nos racines ancestrales, on est perdu. On est perdu complètement. Nous avons dans nos communautés certaines familles qui ont fait la guerre, qui ont tué, et même les enfants des soldats et tout. Même les guerres, parce que nous avons aussi des castes dans nos congrégations. Nous avons l'Engue chez nous, nous avons l'Nkungang là-bas, nous avons. Lorsque vous êtes issu de cette famille, il y a un encadrement spécial qu'on doit vous donner.
Parce que quand il y a les morts tragiques dans une famille, il y aura des répercussions au moins sur 4-5 générations. Vous le voulez ou non, on peut vous le démontrer. Donc, est-ce que cela intègre ce truc? Les accidents qui se passent, on traverse, on dit, ah oui, la gendarmerie a fait l'enquête et tout. Comment les familles gèrent les morts tragiques dans les familles? Comment la société gère-t-elle les morts tragiques que nous avons? Parce que nous sommes en train d'analyser les conséquences d'un problème. Les conséquences que nous voyons. Donc là, vous êtes dans les origines, en réalité. Oui, absolument. Alors, lorsque les enfants choisissent de devenir des bagarreurs dans des lycées, est-ce que c'est déjà... Est-ce qu'on ne va pas dire qu'il y a un souci réel? Il parle de karma. Oui, mais Voilà. le karma Mais qui il y a agit donc justement... trois choses. Et c'est à en ce cela moment. que il y a un ministre de l'Éducation qui n'a pas mis long et qui était à la suite de ce que nous développons ici, Charles Borromée Etundi. Lorsqu'il vient avec l'école ordinaire en 1998 notamment, il parle de la communauté éducative avec les 3 piliers qui sont les parents, les apprenants qui sont les enfants et les enseignants. Comment les mettre en pratique? Et il voulait à l'époque reprendre par exemple le CPR, mobiliser les parents et les enseignants à donner un contenu à l'éducation qu'ils allaient donner à leurs parents. Mais un jour, Pâques, on coupe, on dit que non, c'est Edicef, c'est tel, et lui-même, on le débarque. Finalement, on commence à être là-bas. Donc, en fait, l'instruction que nous avons à l'école, pour que ça réussisse, il faut d'abord l'éducation à la maison. L'éducation de la jeune fille, par exemple, même l'histoire du jour, entre dans cette éducation-là. Mais malheureusement, on n'y est pas. On dit, oh non, mon enfant, il a eu le BPC à 12 ans. Il faut que, voilà, à 14, 15 ans, quand il a le bac, je l'envoie à la Sorbonne, voilà, Massachusetts Institute of Technology et tout. Bon. Prenons l'avis de Dominique Audrey sur ces images à Dominique. Vous les avez regardées vous aussi. Cet élève avec un bras coupé aujourd'hui, c'est bien dommage pour lui. Oui, c'est choquant. C'est choquant parce que lorsqu'on le voit, on pense à ses cadets. On imagine surtout ses que... parents. Oui. On imagine qu'aujourd'hui, la tendance est tellement violente. Vous avez votre frère à la maison, il a un certain nombre de dégagements, comme on dit au Cameroun. Vous savez que non, il a les prédispositions pour se retrouver dans ce genre de bagarre et tout. Malheureusement, on ne fait que décrier chaque jour, pas seulement ici chez nous, même sur les réseaux sociaux, l'ampleur qu'a pris la violence en milieu scolaire ou bien estudiantin. Mais à aucun moment, on a vu les responsables, par exemple Madame Nalova Lyonga, prendre une initiative, organiser des ateliers de sensibilisation, de discussion, mettre à contribution les conseillers d'orientation dans les établissements pour essayer de discuter avec les élèves qui sont dans cette période sensible. Il y a des rassemblements qui se font tous les lundis. Les proviseurs, les directeurs de CES en parlent quand même. Ça n'a rien à voir. Là-bas, on lève le drapeau, on chante, on fait le journal, c'est tout. Moi, je dis organiser des ateliers de discussion. Vous savez que les conseillers d'orientation à la base dans les établissements sont là. En principe, le rôle, c'est qu'ils un aperçu, un suivi sur chaque élève. Pourquoi tel élève n'a pas un tel rendement au niveau des notes en salle de classe? Pourquoi tel élève, lorsqu'il vient à l'école, il dort? Peut-être parce qu'il travaille trop à la maison. Donc, en discutant avec ces élèves-là, je crois que les conseillers d'orientation ont un parcours de psychologue. Bon, on peut dire un parcours de psychologue. Donc, ils ont la possibilité de discuter avec les enfants et de déceler les enfants qui peuvent être des enfants à problème. Parce que, dites-vous bien que un enfant qui a des prédispositions à consommer des drogues, de l'alcool, lorsqu'il est avec ses amis, on peut le détecter. Un parent peut savoir que mon enfant, depuis un moment, il met le pantalon en dessous des reins, au niveau des fesses lorsqu'il marche, il parle un genre, il se comporte d'une certaine façon. Ça veut dire que lorsque j'ai regardé l'enfant de tel autre, ou bien tel enfant passé, il a les mêmes tendances, je l'ai vu avec un bâton de cigarette, ça veut dire que mon enfant commence à entrer dans ce genre de choses. Là, et comment donc c'est plutôt ces enfants, il faut les orienter vers les arts martiaux. Voilà, merci beaucoup mon bon. Donc en fait, c'est comme ça, ces enfants qui sont encore plus délinquants. Non, justement, c'est ça le contraire. Lorsque les enfants sont investis dans la pratique des arts martiaux,
il y a Merci. moins de drogue, il y a moins de violence. Autre sujet, Le Isabelle Caron. self-control. Autre sujet, bien évidemment, on va aller au Tchad. Actualité y oblige, bien sûr, parce qu'il faut noter que depuis plusieurs heures, ambiance électrique enregistrée de ce côté-là. Ça, bien évidemment, il faut le savoir. Des manifestants expriment dans leur colère de ce côté. Ils sont sortis d'ailleurs très tôt, comme vous pouvez le voir, dans les rues de certains quartiers donc, de la capitale. Vraiment, ils sont donc, répondant dans l'appel des partis d'opposition et de la société civile, bien sûr. Ils ont donc brûlé des pneus, ils ont brandi des affiches, craignant bien sûr un accaparement du pouvoir. Les manifestants revendiquent le transfert du pouvoir aux civils et la dissolution du Conseil militaire de transition créé suite au décès, bien sûr, de Idriss Déby il y a quelques jours. Il faut noter que les forces de l'ordre n'ont pas manqué, bien sûr, d'intervenir pour disperser ces rassemblements. Et la veille, le ministère de la Sécurité publique avait interdit les marches et manifestations non autorisées par crainte de troubles à l'ordre public. On comprend tout de suite que cet appel à l'ordre n'a pas été respecté, bien sûr, par les populations qui ont tenu à envahir justement les voies publiques pour exprimer leur courroux, pour exprimer leur désir, celui de voir bien sûr une transition bel et bien transparente dans leur pays. On m'a dit justement que c'est bien sûr l'actualité qui nous ramène au Tchad aujourd'hui. Les populations tchadiennes peuvent-elles être entendues? Est-ce qu'elles peuvent se faire entendre? Bon, Chalamel, laissez-nous quand même votre commentaire, hein, je vous en prie. Est-ce que les Tchadiens, sur les actes posés en ce moment, se feront entendre? Est-ce que le régime en place, contrôlé par l'actuel fils de l'ancien président tchadien, est-ce que le peuple peut se faire entendre et avoir gain de cause ici? Votre commentaire, Charlemagne. Monsieur, ça a tout l'air d'une parodie, excusez-moi de vous le dire, d'une scène de théâtre. Vous savez qu'il n'a pas fallu attendre une semaine pour qu'on parle de coup d'État, qu'on parle d'assassinat, qu'on parle... Les débats tournent, quelle était la nécessité de finir avec Idriss Déby, des vidéos commencent à ressortir sur des prises de position. Alors, la France qui a acté avec le Cameroun, parce que ça ici, ça se dit déjà, la France et le Cameroun qui ont acté, qui ont reconnu, entre guillemets, cette jeune militaire qui a pris le conseil militaire et qui a pris le pouvoir. Est-ce que les choses allaient se laisser aussi passer facilement? Il faut bien qu'on crée une sorte de position qui va venir réclamer, qui va faire, ça finit sur une table de négociation, on oublie un peu la France quelques minutes et le tour est joué. Voilà, Bonbon Bengan, comment vous appréciez le fait que ces Tchadiens descendent dans les rues de N'Djamena aujourd'hui, dans d'autres régions du pays, pour dire non à ce que la France tente d'imposer dans ce pays cher à l'Afrique centrale? Justement, c'est bien de descendre dans la rue et de manifester de cette manière. Parce que la France, avant de partir, elle a réussi à ramollir l'opposant de longue date. C'est... Nasra? Non, Kazerba, comment on dit ça? Kaizebo. Voilà, il a ramolli. Oui. Pour empêcher la revendication de l'ordre constitutionnel. On l'a ramolli. Donc, il reste seulement les jeunes, et ces jeunes, Masnar et autres, qui n'ont que la rue. Succès Masra. Oui, succès Masra, ils n'ont que ça pour donner. Et en plus, vous avez entendu le chef de la transition militaire dire, donner les sommations à la rébellion de s'arrêter, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il ne reste que ça. Parce que, en fait, la France ne veut pas laisser le Tchad. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs au Tchad, du moins la gestion de la crise tchadienne, qui a amené Mitterrand à licencier un de ses ministres de la coopération, Jean-Pierre Cotte, qui était fondamentalement contre un certain nombre de déploiements. Toutes choses que les anciens généraux sont en train de dénoncer aujourd'hui. Donc, s'il y avait la possibilité pour les enclos coloniaux que nous avons de soutenir ce qui se passe au Tchad, ça se ferait. Mais sauf que l'Afrique centrale n'a pas une armée comme l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO par exemple, qui pouvait intervenir en disant à Macron que non, comme ils ont fait au Mali, et comme ils ont fait également en Gambie, nous n'avons pas. Nous n'avons pas malheureusement parce que nous sommes dans des enclos de l'ONU. C'est des drames. Le peuple tchadien a là la voix
les voix, mais qui va les Ça soutenir? sera très vite maté. C'est ça, Ça mais sera non, très mais vite c'est maté. ça. Alors justement, vous le dites, ce sera très vite maté. Est-ce que c'est parce que ce sera maté que le peuple doit se taire? Monsieur Michel Est-ce que ce sera Gadjou, maté que les peuples ne regardez vont pas la dire nous vitesse- revendiquons notre constitution? Regardez la Quand même. vitesse, assassinat, inhumation. Qu'est-ce qui a été dit avant l'assassinat, pendant les combats, après l'assassinat, les gars qui étaient déjà à l'entrée de N'Djamena, vous voyez qu'il y a tellement d'informations qui ont été données et aussitôt silence. On est dans le débat. Il faut passer à autre chose. Et c'est ça justement, c'est ce vide, ce passage-là. Organiser une révolution dans le peuple, trouver un consensus, on ne comprend pas. un gouvernement de transition. C'est ça qu'on va aboutir. On ne comprend pas déjà le silence aujourd'hui de l'Union africaine. Même si d'aucuns laissent croire que l'Union africaine a fait une sortie pour condamner cette transition qui se mène aujourd'hui au Tchad, on ne comprend pas le silence de l'Union africaine. On se rend compte en réalité, parce qu'il faudrait que les Africains soient conscients qu'il y a une complicité avec l'Union européenne qui est muette devant une telle situation et qui ne dit rien. C'est assez incroyable. Les Nations Unies encore, on n'a pas entendu au secrétaire général des Nations Unies dire quoi que ce soit concernant cette histoire. On vous demande de sortir de ces affaires et de créer un parti politique africain, monsieur Michel Gadjou. Alors, est-ce que le Tchad aujourd'hui a une société civile crédible à même de le Tchad a une société sur le mouvement civile crédible qui est bâillonnée par la France. Si on ne dette pas notre ennemi commun, c'est la France. On avait demandé à l'époque au chef d'État de l'Union africaine, quand il était en création en 2001, de faire une force armée panafricaine. L'Angola et le Nigeria s'étaient portés d'accord pour porter cette armée. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit non, la formation de la base africaine en attente, de l'armée africaine en attente, le Cameroun allait abriter la base logistique, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, ils savent. Et je vous dis que c'est d'ailleurs là-bas, lorsque le général de Gaulle lance l'appel de Londres en 40, c'est au Tchad, parce qu'il a lancé la guerre, il n'avait pas de truc. C'est Félix Eboué qui était gouverneur du Tchad à l'époque. Il habitait là, Fort-Lamy, qui est devenu. Il y a maintenant qu'il a organisé la riposte et la France n'est pas prête à laisser ça. Il faut donc une armée au moins sous-régionale. Merci beaucoup, Mohamed Diane. Allez, on parle d'autre chose, madame, monsieur, avec Constille Lamine et surtout le tapis des braises. Le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis, le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci, oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Allez, Constille Lamine, bonjour à nouveau. Alors bonjour Michel Gadjou, bonjour à tous les clients et bonjour à tous les partenaires de cette émission. Après donc la première communication qui a été portée sur la vente des terrains par SCI Mobile, le concept Salaka s'installe encore à nouveau sur ce magnifique plateau pour parler d'un produit, d'un accessoire de cuisine qui fait de plus en plus la fierté de tous les téléspectateurs de cette émission. Et pour ceux qui n'ont pas encore le tapis de braise, c'est donc l'occasion plus que jamais de venir au magasin Milan Tapis et d'acheter votre tapis de braise que j'aime bien appeler en anglais, en français, tapis for braise. Donc, any man with the just now must come from magasin Milan Tapis and take a tapis for braise because the tapis for braise get plenty advantage. You don't see that spot. See a sway. When you burn meat for tapis for braise, you go get goo for chop 'em. When you burn fish for tapis for braise, you go get goo for chop your fish. Donc, any man must come from magasin Milan Tapis and take a tapis for braise because then a fine tapis way it makes a fish not go coller.
Il dit, make sure fish go born quick. Il dit, make sure meat no go collé. Donc, any man must come from magazine million tapis and take this tapis for breza. Yes, not be back the capture de chapement. Just come from magazine million tapis and buy your tapis for breza. Mototenye sengalemba tatan. Wapulate bumba makero. Wapulate bumba nyomo. Wapulate bumba solo. Yande au magasin 1001 tapis. Et Banjana constitue la mine le plus sénégalais des Camerounais. Abola bignon tapis Fobreza. Et ben Jani tapis Fobreza, ou à poser un démon au barbecue Ninka. Vous le posez sur le barbecue comme ça, vous posez le poisson. Quelques minutes après, votre poisson est prêt à la consommation. Alors, chers téléspectateurs, venez au magasin Million Tapis et offrez-vous le meilleur des accessoires de cuisine, le meilleur élément qui vous permet d'avoir une braise de qualité. Oh là 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 là, que c'est doux d'utiliser le tapis Fobreza, que c'est achenyanga, mototenye sengalemba tatan, wapulate bumba makero, wapulate bumba soué, yande au magasin 1001 Tapis, anda tapis Fobreza. Les numéros de téléphone, vous les aurez tout à l'heure. Passez vos commandes et ceux qui vont commander le tapis de braise pour le compte de ce jour recevront un cadeau spécial. Et le cadeau spécial que je leur donne, c'est quoi? C'est un bon d'achat d'une valeur de 5 000 offert par, bien entendu, l'un des consommateurs des tapis Fobreza, un grand partenaire du concept Salaka, Zena Shopping, c'est à Douala au Cameroun. Pour ceux qui vont commander le tapis Fobreza, vous avez droit à des bons d'achat de 5 000 au prêt-à-porter Zena Shopping, c'est à Douala. Ça ce matin, merci à vous, madame, messieurs, pour le plaisir que vous trouvez chaque jour à nous regarder. Merci de rester sur Equinox avec la suite des programmes. Charles Amen Batoum, Bonbon Bengan Kenji, Dominique Audrey Oyengelek, Isabelle Carozopet et moi-même vous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h sur notre antenne. Et on salue affectueusement l'équipe technique et clin d'œil à tous ceux-là qui nous ont fait beaucoup d'honneur au courant de l'année. Merci à vous.